Info et débat, c'est net et précis en direct avec Alban. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio pour cette première de Net et Précis de la saison. Bonjour Alban. Je m'entends pas, non. Ouais, salut Scooby. Pardon. Non, t'inquiète. Ben ouais, on est de retour là, on a changé un peu les noms là, on est passé du 17-19 à Net et Précis, tu vois. Et tu vois, c'est bien Net et Précis parce que tu vois, on va pouvoir faire de l'actualité comme on a fait l'année dernière avec Valérie. Bonsoir. Salut à toi Valérie, comment tu vas? Bah écoute, super, je trouve le nouveau titre de l'émission génial, net et précis, je trouve ça formidable comme titre. Bah, tu vois, pour te raconter l'anecdote, en plus c'est au moment où je suis tombé en panne à côté de chez Scooby. Et puis on a réfléchi, puis on avait sorti une première fois net et précis. Et puis pendant 2-3 heures, impossible de retrouver le nom du truc, on était sur d'autres mots et tout, et effectivement à un moment donné... on reprend, se fait net et précis, c'était ça. Mais oui, et donc du coup, on s'est convaincus et tu vois, c'est bien, l'émission prend un nouveau nom, un nouveau virage. L'affiche est géniale aussi. Hein. Je sais pas qui c'est qui a fait le graphisme, mais je trouve ça sympa. Du logo de l'émission ? Non, ouais. L'affiche. Ouais, le logo, l'affiche, les deux personnages là, tête en bas. Enfin. Ouais, le logo, ouais. Le logo, il est vachement bien fait. Ouais. C'est super, bravo. Voilà. Et puis, il y a aussi une belle nouvelle aussi, c'est que la Wanted Radio aujourd'hui est dans un nouveau studio. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Scooby ? Ouais, en fait, on va faire un peu d'autopromo. Cette année, on a un nouveau partenariat qui est l'association des centres d'animation de Bordeaux. Ils ont 11 antennes, plus ils ont donc 11 antennes dans Bordeaux, enfin réparties dans Bordeaux. Ils ont l'auberge de jeunesse qui est à côté du Rose School Barbet, ils ont un mur d'escalade, enfin, ils ont pas mal de lieux et d'activités, dont celui de Saint-Pierre, là où on est aujourd'hui, qui nous ont fait le plaisir de nous accueillir pour la saison. On a pu installer le studio tout l'été pour être prêt pour la rentrée. Et donc un grand merci à eux de nous accueillir pour l'année. Ouais, et puis on a de la chance, on est dans un quartier qui est extrêmement vivant au niveau de Saint-Pierre à Bordeaux, avec de nombreux lieux de festivités, de nombreux lieux pour aller manger, peut-être des coins aussi à visiter. Donc effectivement, là on est en plein dedans, on est en plein centre de Bordeaux. Vraiment accès piéton où les gens n'ont plus d'excuses pour ne plus venir à la radio quand on les invite. Et dans la cour, il y a un arbre. Voilà. Et il faut notifier aussi qu'on peut venir avec le tram C soirée place de la Bourse ou peut-être Quinconce ça fait peut-être loin, mais place de la Bourse avec le tram. Le tram A, il est pas très loin non plus. Avec le tram B aussi, il est pas très loin. Le 4, on est vraiment au cœur de Bordeaux. On est derrière la Fnac, on peut le dire. Voilà, derrière la Fnac, effectivement, on peut le dire. Et derrière, il y a aussi Go-Sport, il y a Camille Julien qui est de l'autre côté. Donc on est dans un coin extrêmement vivant. Donc à l'occasion, les mercredis ou les jeudis, on verra un peu, parce qu'en fait, c'est un peu moi le chieur de service avec mon planning un peu à la con en ce moment. Et soit le mercredi ou le jeudi, pour l'émission, vous viendrez là dans le studio et on fera des découvertes de quartier aussi, puisque on sait que Saint-Pierre est un quartier extrêmement riche en fait de culture. Et donc voilà, ça va nous permettre de pouvoir essayer de découvrir tout le monde aussi. C'est ça, et durant la saison, on va développer Net et Précis, en partenariat aussi avec donc, le centre d'animation de Bordeaux-Saint-Pierre, qui vont nous mettre, enfin, ils vont être aussi tributaires en fait de ce lien. Ouais, en fait, ils créent déjà un lien très particulier avec le quartier, les habitants, les commerçants, les associations, etc. Et on s'est dit au cours d'une discussion, mais pourquoi pas avec Wanted Radio et pourquoi pas aussi avec cette émission-là, Net et Précis, de faire développer cette émission et de mettre en lien, de faire parler les habitants, les commerçants, les associations du quartier au micro de Wanted Radio, en partenariat avec le centre d'animation. Et on va travailler là-dessus, je pense, dans les mois qui viennent. Alors en plus, c'est pas mal parce que on va prévenir nos potes Jonathan et Bambino et aussi Nina qui sont entre le House of Parlement et le Dijon au niveau restaurant et tout ça. On n'est pas très loin d'eux. Maintenant, c'est nous qui nous rapprochons d'eux. On sort peu de Codéran qui était peut-être un petit peu loin et on verra avec eux pour les faire venir dans ce nouveau et beau studio qu'il y a ici. Il y a de la place
place. Sur la Wanted Radio, il y a des petits canapés, en bas il y a un petit salon, un petit café et tout pour se détendre aussi, donc c'est vachement agréable. Il y a un baby-foot pour les amateurs. Et il y a un jeu des années 80 aussi. Ouais, et moi j'ai repéré, tu sais, le truc de gamer, d'arcade là qu'on jouait avec lesquels on jouait dans les bars. Il y a un piano, il y a des livres aussi, même pour les enfants s'ils veulent. Une bibliothèque aussi un peu plus loin, enfin le même bâtiment. Le centre d'animation met à disposition pas mal de services, d'activités pour les enfants, les ados, les parents aussi. Et il y a une petite bibliothèque aussi, voilà. Alors c'est un sacré clin d'œil à la culture, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur la culture indépendante avec la Wanted Radio, avec aussi les gens qui sont proches du territoire, et on est juste derrière la FNAC qui a un pôle culturel beaucoup plus commercial et beaucoup plus important, donc c'est un sacré clin d'œil. C'est ça. Collé à leur cul, on est là avec nos médias culturels indépendants. Eh bien, on va faire une petite pause musicale et puis vous vous doutez bien qu'on va revenir un peu sur toute l'actualité que l'on a eue pendant l'été, et il y en a beaucoup à dire. C'est ça, restez avec nous. Now let's begin the story. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. C'est reparti pour un délire, reste tranquille, tu vas tomber dans la déprime. Reste en vie, on n'est pas là pour le suivi. Trop facile, viens vous donner de la quali, faut dire merci. Ah oui? Bah oui mon ami, c'est comme ça. On kick depuis l'époque, on a rempli des tas de pages. On n'a jamais ralenti, tu peux regarder la VAR. On est toujours dans le kiff et sans le bif du Qatar. Et ça me fait peur, je suis trop distant. J'en vois qui se taillade les veines. Où sont les coups de cœur? Y'a que des coups de sang. Le mal nous frappe, fait pleurer des mères. Va pas jouer les acteurs, dans la vie y'a pas de plan. Faut tout donner au système. J'entends que des menteurs, ça devient décadent. C'est la bataille pour des jeunes. Mais ce monde me flingue, les fils se touchent, je vais câbler dans ce monde de dingue. Ça manque d'amour, tu peux chercher dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. Dans ce monde carrément dingue, guidé par des campeurs, j'aimerais bien trouver la solution pour les déloger. C'est insupportable, je dois venir d'ailleurs. Je comprends pas tout ce qu'on a accepté, je me sens seul devant cette feuille. J'écris mon seum et je demande au ciel, je les connais par cœur. Que des gratteurs, que des tricheurs, prêts à vendre leur mère, ça n'est plus possible. Plus qu'hostile, catégorisé depuis le bac à sable, c'est de pire en pire. Les poches sont vides, j'en vois tellement avec la main dans le sac. Quand est-ce qu'ils vont partir? Dis-moi, il me reste de la poussière, j'aime pas ça, on n'a pas le même style que toi, on veut seulement récupérer l'espoir. Mais ce monde me flingue, les fils se touchent, je vais câbler dans ce monde de dingue. Ça manque d'amour, tu peux chercher dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. C'est net et précis avec Alban. Et ouais, on est de retour à l'antenne et je te rappelle qu'à partir de 19h, Mehdi Boulard sera avec nous pour parler de l'actualité du Grand Parc, mais pas que, aussi de ses activités militantes, puisque c'est quelqu'un qui réagit et qui agit énormément au niveau du Grand Parc pour mettre en avant les difficultés qu'il peut y avoir dans le quartier. Et puis nous, on va revenir un peu sur les événements en fait de cet été, puisque y en a un en particulier en fait qui a mis la Gironde tristement sur la carte du monde en fait des incendies de forêt. Il faut savoir que on va refaire un peu un retracé, et puis moi je vais vous apporter mon témoignage puisque j'étais un peu dedans dès le début en fait, dès le premier jour. Donc en fait, pour faire simple, voilà, je pars sur Bordeaux comme tous les mardis pour faire ma petite récup pour les maraudes. Et en revenant pour aller chercher un des enfants du côté de Créon, je vois une grande fumée en direction de Bouliac. Et petite anecdote, je travaille dans la zone commerciale de Bouliac et je me dis mais mince, je vais signer mon CDI, j'espère que c'est pas le magasin qui est en train de brûler. Et puis on monte du côté de Créon et en arrivant sur Créon en fait, la fumée était beaucoup plus importante déjà, on la voyait d'en haut, c'était quand même assez massif. Et plus on descendait sur Langoiran et plus la fumée était épaisse.
Donc on va jusqu'à Saint-Michel-de-Riofré, on connaît un petit coin par là-bas qui n'est pas trop dangereux avec les fumées, et puis forcément le feu est pas très loin, il est sur, à ce moment-là on le sait pas encore, sur la commune de Guillos. On arrive donc un peu plus loin avec sur un coin où il y a des vignes, et lorsque je fais les photos en fait de ce premier incendie, en fait rien n'était présagé pour que ce soit un feu normal en fait. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'incendie de Saint-Jean-d'Illac il y a à peu près 4-5 ans maintenant, en couverture médiatique en fait, c'était une fumée qui montait, qui était blanche. Il y a eu beaucoup de pompiers qui sont intervenus rapidement, les CRS qui un peu faisaient la sécurité pour les maisons, etc. Et il y a 500 hectares de trop qui avaient déjà brûlé à l'époque. Mais 500 hectares, c'était considéré à cette époque-là comme un record déjà au niveau de la Gironde, puisqu'il y avait une réactivité des pompiers qui était à ce moment-là encore assez forte. Et donc dès qu'il y a un incendie qui se déclarait, il y avait une intervention des pompiers qui se faisait. Et donc j'arrive donc sur Guillos, on essaye d'aller au cœur en fait de la population pour essayer d'apporter une aide ou pour essayer de prendre les premiers témoignages. Et en fait l'incendie il est tellement massif que les gens sont préoccupés, les pompiers essayent de faire déjà à ce moment-là ce qu'ils peuvent. Et je sais pas, par réflexe habituel de solidarité, j'ai de la nourriture dans la voiture qui d'habitude sert pour les maraudes. En fait j'arrive avec ma compagne et je lui dis, je fais bon tu sais quoi, on n'a qu'à distribuer ça aux gens qui sont ici en train d'être évacués à Guillos. On n'a qu'à préparer un premier point de récupération, de distribution pour les gens qui sont en situation difficile. La Croix-Rouge avec la sécurité civile envoie 2 personnes. Alors ce qui est très triste en fait, et c'est là aussi où il y aura peut-être un travail à faire sur le plan départemental avec des pôles de sécurité civile un peu plus élargis, parce qu'il n'y a pas que Bordeaux en fait. Je pense que la problématique des départements aujourd'hui dans la globalité en fait du pays, c'est qu'on centralise tout dans les capitales départementales, mais on n'élargit pas les potentiels risques ailleurs. Et donc, excuse-moi, mais pourquoi tu dis que c'était pas un feu comme à Saint-Jean-d'Illac il y a 5 ans ? En fait, si tu veux, à un moment... Qu'est-ce qui t'a fait penser ça dès le départ, en fait ? En fait, si tu veux, à un moment donné, la fumée a fait une forme assez particulière. En fait, tu avais l'impression d'avoir un monstre. Je sais pas si tu te rappelles de Pac-Man à l'époque, ce petit jeu avec le bonhomme. Oui. En fait, si tu veux, tu avais Pac-Man en fait au bout d'une colonne de fumée. Et en fait, avec le soleil, tu avais un œil en fait qui se formait. Tu avais l'impression que c'était un monstre qui avançait en fait sur la forêt. Et cette image-là, en fait, je l'ai dans le téléphone et elle sera, je pense, gravée dans ma mémoire jusqu'à ce que je disparaisse de cette terre. Et à partir de là, j'ai fait à ma compagne, non mais là, de toute façon, le feu, il n'est pas normal, il va faire un dégât pas possible. Et on arrive à Louchatz, puisqu'on est évacué de Guillos par les gendarmes qui sont arrivés assez stressés par les événements. Donc on arrive à Louchatz et donc première intervention que l'on fait, on met tous les sandwichs et toutes les salades comme on peut dans les frigos, on allume les frigos, on commence à distribuer les cafés, tout ça. Et petit inconvénient, puisque forcément tout n'est pas rose quand il y a des événements comme ça, tu as un petit truc qui s'appelle le Cercle qui est juste à côté, qui est un petit bar associatif qui, plutôt que d'offrir peut-être à manger, à boire ou quelque chose dans une situation qui prête à justement être solidaire, fait payer des coca, des boissons, etc. et des sandwichs aux gens qui sont en galère. Donc forcément les gens arrivent vers nous et je crois qu'en 2-3 heures en fait on avait liquidé nos stocks. Ça c'est le tacle sans tacler. Et c'est ça. Et donc de Louchatz en fait on s'aperçoit et on intervient sur Louchatz à peu près 2-3 soirs sur la première semaine et on va dire que l'accueil des gens de Louchatz à ce moment-là et à cet instant T est un peu particulier. Parce que, qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous êtes là ? Nous, on est juste des gens qui faisons de la solidarité à l'année. Donc, on a estimé normal, en fait, d'être là pendant cette période d'incendie. Parce qu'on a été là au moment, à l'instant T, en fait. On n'est pas venu juste par curiosité faire des photos et se dire, tiens, tu vois, dans 10 ans, j'ai fait une photo de ce feu. Je suis pas un touriste du feu, quoi. Voilà, je suis pas un touriste du feu. Et donc, on voit la progression du feu. Et en fait, si tu veux, tu as une image qui est marquante. On repart en fait de l'incendie pour entrer et tout ça. Et on arrive du côté de Bégueil et on regarde sur notre gauche en fait et tu avais 4 points qui depuis Bégueil en fait étaient très clairement visibles au niveau de l'incendie. C'était identifié. C'était identifiable et c'était tristement beau.
On continue les événements, les soutiens aux pompiers et tout ça, mais du côté de l'Andiras cette fois-ci, puisqu'à l'Andiras, en fait, c'était là où il y a le pôle sécurité qui s'était monté. Et donc là, en fait, nous, on arrive à débloquer à peu près 300 litres d'eau grâce à Sacha qui fait partie de la 9e circonscription de Gironde. Et je le remercie encore aujourd'hui à l'antenne de nous avoir répondu aussi tard. Donc on a réussi à avoir beaucoup d'eau pour les pompiers. Et donc du coup, ma compagne se met à aussi rentrer dans les liens pour faire les sandwichs, etc. Et pour faire en sorte que les pompiers aient autre chose que des triangles en fait à manger. Parce que le premier problème des pompiers, c'est qu'ils avaient que des triangles ou des trucs, on va dire, industriels, ils n'avaient rien de frais. Et donc on fait cet événement-là, et à l'Andiras, par contre, on a effectivement un accueil qui est beaucoup plus agréable qu'à Louchatz. Je sais pas, c'est peut-être les événements qui ont stressé, on ne sait pas dans cet instant T comment on peut réagir, mais l'accueil il est différent, il est un peu plus ouvert, il est un peu plus social, il est un peu plus sociabilisé aussi avec les pompiers qui viennent venir un peu de partout. Et on continue à voir cet incendie qui progresse et tout ça. On va à Saint-Michel-de-Riofré parce qu'à Saint-Michel-de-Riofré, tu avais aussi un pôle pour accueillir la nourriture et les pompiers qui venaient de la région parisienne. Donc on a essayé d'aider un peu les deux coins à récupérer du pain, de la bouffe, etc. On a commencé à bouger, on a été les premiers à peu près dessus. Puis après, les événements, les mouvements de solidarité se sont éparpillés dans toutes les villes, ce qui a permis en fait de faire en sorte que les pompiers puissent se nourrir, puissent boire et puissent avoir aussi une vie quand même un peu plus apaisée en fait lorsqu'ils arrivent en camp, lorsqu'ils revenaient sur les camps. Saint-Michel-de-Riofré, pareil, un accueil extraordinaire de la part des gens. Nous, on avait récupéré des trucs, tu vois, on a pris des listes de courses éventuelles à faire. On a été aidé par Elodie aussi, à qui je fais un clin d'œil. Et ça, je reviendrai après avec Scooby sur le festival de musique qui a eu lieu, et avec toi aussi, Valérie, que l'on a fait pour récolter de l'argent par rapport aux pompiers pour les soutenir et tout ça. Au Vivre de l'Art, c'était Extinqueur. Et donc on continue un peu avant cet événement-là d'être sur le terrain avec ma compagne, et à un moment donné en fait on va même distribuer les bouteilles d'eau en fait quasiment directement aux pompiers qui étaient en bordure de route. Et à un moment donné, apparemment, on a pris un risque monumental. Et en fait, quand on nous l'a expliqué en arrivant à l'Andiras, effectivement, c'était un risque monumental. C'est qu'on a pris une route en fait qu'on devait pas prendre entre Saint-Symphorien et l'Andiras. Et alors à Saint-Symphorien, il y avait un truc qui était fort à ce moment-là, en fait, tu vois, qui m'a marqué. C'est que tu as un petit café là-bas qui est basique, comme on peut voir dans les villages qu'il y a en France. Et en fait, les gens ils étaient en train de boire le café ou leur bière, alors que tu avais les cendres qui étaient en train de tomber sur la ville. Ah, en fait. C'est fou ça. Je te jure que j'ai vu ça et ça m'a perturbé. On reprend donc cette fameuse... Mais tu sais, c'est comme la photo qui est passée sur les réseaux sociaux où les gens sont sur la plage en train de manger des glaces et t'as les flammes presque derrière à Arcachon là. Ouais, à c'est Arcachon, pareil, tu vois, tu te dis qu'il y a un décalage absurde, c'est quoi le... Voilà, c'est assez choquant quoi. Et donc on continue, tu vois, notre aventure là-bas. On prend cette fameuse route et en arrivant, les pompiers et les gendarmes, ils étaient extrêmement inquiets pour nous. Parce qu'ils savaient qu'on tournait, ils nous avaient donné l'autorisation, eux. Et là, ils nous font, vous savez quoi, vous avez de la chance, hein, parce que la route que vous venez de prendre, elle est en feu, là. Un quart d'heure. Eh ben, dis donc. Et donc, ensuite, donc, la préfecture se met quand même en état de fonctionnement pour les pompiers et les gendarmes, parce que les gendarmes aussi, hein, on parle beaucoup des pompiers qui étaient tout seuls, mais les gendarmes, c'était pareil. Oui, bien sûr. Et au bout de 3 semaines, enfin, le département arrive à débloquer des cantines solidaires, en fait, pour les pompiers. Au bout de 3 semaines. Alors qu'ils ont dû dépenser une énergie physique phénoménale et que donc du coup ils ont besoin de beaucoup de nourriture et d'alimentation pour pouvoir refaire leurs réserves. Ça me paraît logique. Quoi. Bah écoute, nous on est tombé sur une dame qui arrive qui fait une bouteille pour 3 pompiers, c'est suffisant. Oh, mais ils devaient en plus suer dans leurs uniformes entre le feu, la chaleur, etc. Donc ils ont dû perdre des litres d'eau. Ça veut dire qu'ils auraient pu se trouver en état de déshydratation extrêmement grave. Mais ils ont besoin extrêmement beaucoup d'eau, quoi. Je veux dire, un litre pour 3. Et donc, à un moment donné, si tu veux, le côté un peu ironique de la chose, c'est que quand le premier camion d'eau est arrivé avec un 36 tonnes, hein, je vous parle, hein, la moitié du 36 tonnes sur le premier jet a été entièrement vidé d'eau par les pompiers, ce qui est normal. Bien sûr. Parce que quand on est à côté de l'incendie, même là où on était à l'Andiras, on avait gagné à peu près 4 à 5 degrés, en fait, par la chaleur, par rapport à ce que on était en dehors du périmètre du feu. Et donc la préfecture décide de faire un périmètre en fait
où on est autorisé à intervenir en fait pour aider les pompiers de l'Andiras, parce que forcément quand tu as un mouvement de solidarité, tu as des abus, et donc tu as des gens en fait qui se sont gavés en fait pendant cette période-là pour eux-mêmes récupérer en fait des dons alimentaires, que ce soit dans le secteur. Non, je déconne pas. Arrête. Non, je déconne pas. Non. Si. Pendant ce donc du coup en fait fallait avoir, si tu veux, fallait être mandaté après en suivant par rapport à ces événements même là t'as des gens qui profitent quoi. Et pour rentrer sur l'Andiras fallait en fait avoir l'autorisation préfectorale en fait pour dire on intervient. Alors nous on a été dans les premiers, on s'en fout qu'on soit plus là après à la fin, vu qu'on sait que le département avait refait des cantines de soutien et tout ça, mais ouais il y a eu ça. Et donc ensuite, pour faire un peu un point d'info sur l'endroit où ça a pris feu, vous allez entendre 1001 informations en fait sur cet endroit-là, parce que en fait c'est du côté de l'Andiras, un coin où il est censé y avoir la LGV qui passe. Alors on a eu des camarades d'anti-LGV qui sont venus dans notre émission. La LGV, on le sait et on le répète à chaque émission quasiment ou une fois sur deux, que c'est un projet complètement mortifère en fait, avec LGV. LGV. Avec une destruction de 5000 hectares en fait dans le sud Gironde, mais là on vient de voir ce que ça fait 7000. Parce que tu vois, dans les chiffres, ils sont quand même un peu mythomanes dans leur façon de compter. Parce que comme tu as eu 2 incendies à l'Andiras, ils te font un premier à 7000, un deuxième à 7000. En réalité, ça fait 14. Oui. Si tu comptes les 7000 de la Teste, ça fait 21. Et si tu comptes les 3000 de là, ça fait 24. Donc ça fait 24 000 hectares officiellement qui pour l'instant ont brûlé en fait sur la Gironde. On ne sait pas encore, apparemment le feu a été fixé, je viens de voir sur les réseaux sur Somos. Mais fixé ça veut rien dire en fait. Non, parce qu'il faut repartir tu parles le sous-sol et tout ça. Exact. Et donc ce qui est fabuleux, c'est que y a aussi un problème de formation. Moi j'ai vu le président du SDIS France intervenir à la télévision et je l'ai vu en réel et j'ai pu entendre les discussions qu'il avait. Mais il y a un problème de tout, il y a aussi un problème de moyens, c'est-à-dire qu'avec les chaleurs qu'il a fait depuis presque 2 ans, on est quand même en limite de sécheresse, il n'y a pas de pluie, etc. C'était quand même prévisible de se dire en voyant la forêt qui sèche sur place et qui devient presque des baguettes d'allumettes, de se dire il faudrait peut-être prévoir un truc ici parce que si ça brûle, ça va craindre. Non, mais personne n'a anticipé, de se dire tiens, la plus grande forêt, comme tu disais, de France, personne s'est dit tiens, là, elle est un petit peu sèche, il faudrait peut-être prévoir un truc. Alors je vais te répondre. Nous on a vu des pompiers désabusés forcément quand on arrivait à l'Andiras, et que ce soit des pompiers qui venaient de Bretagne. On a vu beaucoup de Bretons à l'Andiras, on a vu beaucoup de gens qui étaient du Maine-et-Loire qui eux-mêmes avaient eu aussi qui ont eu un incendie en suivant de forêt de leur côté. On a eu Brocéliande aussi en Bretagne, il faut pas oublier. Mais il y a eu des feux partout cette année. Voilà, toute la France a eu ses feux. Et tu vois, même dans des endroits où il n'y en a jamais eu. Oui, dans le Nord et tout ça, ils n'en avaient jamais vu. Alors tu vois, le président du SDIS, il a intervenu plusieurs fois, si tu veux, dans les médias, et en fait, il a expliqué quelque chose, c'est qu'ils ont formé les pompiers du nord de la France en prévision du réchauffement climatique de 2030, mais ils sont déjà formés ces pompiers-là. C'est-à-dire qu'ils ont anticipé, si tu veux, le fait qu'il pouvait y avoir... C'est une bonne mauvaise nouvelle quand même. Ouais, c'est une bonne nouvelle, mais s'ils sont formés, mauvaise, parce que ça veut dire qu'ils savaient qu'en 2030 on allait crever de canicule et rien n'a changé dans le système. Et il y a une phrase en fait qui a été quand même fâcheuse, et je pense que c'est ça qui a contribué aussi au fait que ce monsieur n'intervient quasiment plus. C'est que à un moment donné, il explique très bien que en fait, la sécheresse et le climat, il a 8 ans d'avance sur les prévisions des scientifiques. Mais bien sûr, on est en plein, messieurs dames. Hein. C'est la rentrée, vous le savez maintenant, on est en plein dedans. Et donc tu as un autre problème en fait de formation et de non prise de conscience, je pense, au niveau du département, pas que de la Gironde, des Landes aussi. C'est que au niveau des incendies, des feux de forêt, t'as aucun pôle incendie en fait. Peut-être à la frontière entre les Landes et la Gironde, on ne sait pas. Les Canadaires, t'en as à peu près 3 ou 4 qui sont en panne en fait, qui arrivent, qui veulent pas réparer. Ils sont pas réparés, ou on a entendu ça ensuite, sur les réseaux. Donc
à Mérignac, à l'époque, quand tu avais l'été qui arrivait, il faut se rappeler que tu avais toujours 2 Canadaires qui étaient présents. Et après, le reste qui était du côté de Nîmes, en fait, en cas d'incendie dans le sud-est. Cette année-là, il n'y en avait pas à Mérignac. Et d'ailleurs, quand tu attends le soir, à peu près vers 20h, quand ils ont fini les interventions, et que tu es du côté de l'Estiac, en fait, tu vois ces Canadaires repartir en direction de Nîmes pour rentrer sur leur base, alors qu'à Mérignac, il me semblait quand même qu'à ce moment-là, il y avait moyen de laisser une place pour 2 petits avions comme ça, pour qu'ils interviennent rapidement sur la forêt des Landes de Gascogne, parce que c'est ça son nom. Mais en fait, je sais pas, est-ce que du coup, ils dirigent en se disant je croise les doigts, ça va pas arriver? Alors je pense qu'ils ont énormément croisé les doigts sur cette saison. Non, mais il se passera rien dans notre forêt de Gironde, il se passera rien, c'est bon, on peut enlever tous les moyens, on peut fermer 1200 trucs et tout ça, c'est bon, il se passera rien, et puis ils croisent les doigts. Je sais pas comment ils font en fait pour... Mais la politique aujourd'hui, si tu la regardes bien, on pourra en parler tout à l'heure par rapport aux événements de cet été, mais la politique, c'est pas d'anticiper. Il a fallu que Borne intervienne pour que les pompiers européens arrivent. Mais ces pompiers-là européens, qui sont venus depuis la Roumanie, les pauvres, et depuis la Pologne, etc., sont arrivés au moment où l'incendie était fini. Ouais. Ils sont pas arrivés au moment où il y avait encore le feu. Est-ce que ces pompiers-là sont formés aux incendies de forêt comme chez nous ? Alors j'ai vu à peu près les camions défiler sur la rocade, vu que je travaille en face de la rocade, donc c'est assez marrant de voir un peu qui circule dessus. Et alors les Allemands semblent être en prévision d'eux, puisqu'ils ont quand même un flip avec la forêt de la Bavière, mais la forêt de la Bavière c'est plus de chênes que de pins, donc ils ont peut-être été un petit peu moins cons, ils n'ont pas fait que de la monoculture là-bas, donc ce qui permet de faire en fait des blocages par rapport aux incendies de forêt. Il me semble que les Roumains aussi sont experts là-dedans, mais les Polonais pas du tout. Je crois que les Polonais sont plus intervenus en fait pour éteindre en mais il y a les Grecs aussi qui sont venus. Ouais, il y a eu les Grecs, je crois que les Italiens, enfin c'est venu de partout quoi. Ok. Et du coup, ça nous permet d'arriver sur ce point-là où justement, il y a quand même un problème de formation et on va dire de corporation en fait au niveau des pompiers. C'est-à-dire que moi je vais pas parler du pompier basique qui est en bas de l'échelle et qui va essayer d'éteindre le feu avec les moyens qu'on lui donne. Je vais parler moi des responsables girondins et landais en fait qui se tirent la bourre à savoir qui sera le meilleur en fait pompier et le meilleur commandant, parce qu'en fait il faut savoir une chose, c'est que quand il y a des pompiers qui sont en intervention, alors ça je parle pour le cas qu'il y a eu dans le nord du Médoc parce que c'est un pompier volontaire qui a foutu le feu, il faut savoir que les pompiers qui interviennent sur des incendies de forêt sont payés à l'heure. C'est-à-dire que si par exemple il reste on va dire 72 heures, 48 heures ou on va dire je sais pas moi 92 heures par exemple sur le terrain, ils sont payés chaque heure. C'est-à-dire que ça leur fait une prime à la fin des incendies de forêt et à la fin de l'année qui est équivalent à peu près entre 5 000 et 6 000 euros. Oui, mais ça les vaut. Mais ça les vaut. Ils risquent leur vie, ils risquent de se faire... Enfin, voilà, que je veux dire, la vie n'a pas de prix et tu vois... On connaît leur taux horaire. Donc, non, le taux horaire, je ne le connais pas. Il ne faut pas remettre en question. Mais non, je ne remets pas, la prise. Je sais, il a dit le porte-parole de la fédération, ça a coûté, je crois, 1 million d'euros par jour. Ouais, c'est ça. Avec toute la logistique et tout ça, etc. Mais bon, après, ils ont sauvé des gens, ils ont sauvé des maisons, ils ont sauvé aussi des hectares. C'est ça, les hectares qui restent, ils les ont sauvés. Alors après, il y a un problème de formation. Alors je ne sais pas comment le SDIS Gironde a décidé en fait de former les pompiers qui en sont dans le secteur. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des pompiers du Sud-Est qui venaient de Martigues et en fait si tu veux ces pompiers-là, il faut savoir que nos camions de pompiers, même s'ils ont la même forme, n'ont pas les mêmes capacités en fait pour éteindre un feu. Le camion du Sud-Est en fait il va avoir une portée en fait d'eau à un peu plus de 2 km. Enfin à 2 km à peu près, puisque eux ils interviennent quelquefois dans les calanques, donc ça leur permet d'intervenir à distance, et eux on leur dit d'attaquer le feu à la base. Et nous en Gironde en fait on a des camions de pompiers qui font 500 mètres de projection au niveau du feu, et on leur demande d'agir en faisant de la pluie. Est-ce que c'est pas une façon, parce que nous on a beaucoup de forêts peut-être, je sais pas. Alors, moi, je vais te donner un peu ce que j'ai eu. J'ai fait une formation incendie au boulot, en fait, si tu veux. Et effectivement, quand tu rentres dans l'appart qui est en feu, tu fais la pluie. Et ensuite, pour baisser la température, et t'attaques ensuite au sol. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, si tu veux, en fait, ils font que baisser la température en envoyant l'eau en l'air, puisqu'en fait, t'arrives à des 300-400 degrés à peu près quand t'es dans vraiment la tour. Ça éteint pas en bas. Et ça éteint pas en bas. C'est-à-dire que toi, en fait, même pour vous qui nous écoutez, si vous avez le feu dans votre maison, je sais pas, dans une poubelle, vous allez arroser la poubelle d'eau, vous la noyez. Oui. Tu vas pas faire de la pluie. C'est le réflexe qu'on a. Tu vas pas faire de la pluie, tu vois. Non.
Alors c'est le pompier du Sud-Est qui m'a un peu donné cet exemple-là de la poubelle qui prend feu. Et effectivement, après, on peut aussi espérer et faire en sorte que les deux départements des Landes et de la Gironde, pour pas que ce soit qu'un département qui paye au niveau des finances et que la région elle se bouge aussi là-dessus, c'est de faire un pôle incendie peut-être limitrophe avec les Landes et la Gironde où je sais pas, il y a 30 camions de pompiers à l'intérieur spécifiques pour les incendies de forêt et que plutôt que de faire intervenir tous ces pompiers qui sont venus des 4 coins de France, on les fasse venir peut-être en bus ou je sais pas moi, ils ont déjà le matériel directement sur place et ils peuvent intervenir rapidement sur zone quoi. On l'a vu, tu vois, il y a le feu là à Somos, mais il y en a un qui a foutu le feu à Vendeis, quasiment en même temps. Les pompiers sont déjà sur place, ils sont intervenus, ça fait 2 hectares. Tu vois, je pense que c'est un problème que les personnes se disent, enfin ceux qui dirigent et qui ont les décisions, etc. Ils se disent, comme il ne s'est rien passé, on enlève les trucs. Tu vois, c'est un peu comme les lits à l'hôpital. Comme les gens ne sont plus malades, qui restent chez eux, machin, etc., on va fermer des lits à l'hôpital. Et dès qu'il y a une catastrophe un peu plus grande ou plus grave que d'habitude qui sort de l'ordinaire, eh bien on est dépassé parce qu'on a enlevé tous les moyens sous prétexte qu'il ne s'est rien passé en fait. Mais chaque personne sait que chez lui, un bon père de famille, une mère de famille, etc., elle prévoit. Elle ne va pas enlever ou vider sa caisse à pharmacie parce que sous prétexte que ses enfants ils sont bien portants et qu'ils n'ont pas de rhume. Elle va continuer à l'alimenter et qu'elle soit, efficace si le jour il y a quelque chose. Enfin, il me semble que c'est du bon sens de bons gestionnaires en fait. C'est pas parce que il se passe rien qu'il faut, tu vois. Mais tu sais, ça s'appelle un peu comme Pierre et le loup, tu vois. Tu vois, Pierre et le loup, Pierre, plusieurs fois, il dit aux gens du village, ouais, il y a le loup, il veut me manger. Et puis sur 2-3 fois, c'est un mensonge. Et au final, à la fin, le loup le mange vraiment. Oui. Et tu vois, moi, je pense que quelque chose, tu vois, quand il y a eu l'incendie de Saint-Jean-d'Iac, c'était quand même précurseur, si tu veux, dans le département, qu'un incendie dépasse les 300 hectares. Maximum, on va dire, en Gironde, on avait des 100, des 200 hectares, mais on n'avait jamais eu un incendie comme à cette époque-là à Saint-Jean-d'Iac, au-dessus de 500 hectares. Et là, ça va me permettre de revenir sur l'incendie de la Teste, puisque la Teste, c'est une forêt domaniale, pardon, voilà. C'est une forêt domaniale où tous les citoyens de Gironde peuvent aller se servir en bois pour le feu de cheminée ou pour le feu de barbecue. C'est l'usage de servitude, ouais. Voilà. Ça. Sauf que si tu veux, les gens, ils arrivent là-bas, ils vont couper 2 arbres, je te raconte, voilà. Et en fait, tous les déchets qu'ils veulent pas, ils les laissent sur place. Oui. Donc, ils ramassent pas. Oui. Donc, ça fait que la forêt, elle devient sale. Non. Ah non. Alors là, excuse-moi, je peux pas te dire ça. Non, je peux pas te laisser de dire ça. Le bois mort, c'est pas sale, messieurs, dames. Le bois mort, c'est pas sale. Excuse-moi de te couper, mais le bois mort, c'est pas sale en fait. C'est une niche à un habitat à plein de petites faunes. Les insectes, les lézards, les hérissons, tout ça va leur servir de maison et ça va leur servir aussi d'alimentation. Les champignons, tout ça, etc. Et ça va faire de l'humus après. Justement, nous, au niveau... on préconise quand on coupe du bois et que, voilà, au lieu de rien laisser, de laisser un petit peu du bois parce que ça va faire du sol, de l'humus et ça va nourrir la biodiversité. Non, c'est pas sale, vraiment. C'est bien. Mais tu vois, t'es en train de te faire engueuler là. Non, je me fais pas engueuler. Après la règle sur le bout des doigts là. Après, ce qu'il y a eu quand même sur la Teste un peu avant les incendies, c'est qu'il y avait quand même des réunions régulières pour décider de la taille des hectares par propriétaire en fait qui devait posséder. Alors j'ai pas eu le temps de travailler là-dessus, mais il y a quand même une problématique, c'est que l'incendie arrive quasiment en même temps, où on demande aux propriétaires de réduire la taille des hectares envers lesquels ils sont propriétaires de forêt, pour que justement on évite d'avoir des campings sauvages qui se montent comme en bas de la dune du Pilat, puisque les campings qui ont brûlé en bas de la dune du Pilat, je suis désolé pour les responsables, mais ils avaient rien à faire là. Avec l'avancée de la dune, à un moment donné, de toute façon, ils allaient être amenés à disparaître. Et les villas hyper chicos en
fait qu'il y a au Pilat qui sont sur le secteur aussi n'étaient pas forcément les bienvenus par rapport à la justement biodiversité, tout ça. Après, je te rejoins sur un fait, c'est que c'est les couloirs des pare-feux, etc., ou d'accès dans les forêts justement pour les véhicules des pompiers qui devraient être toujours bien entretenus. Ça, c'est vrai. Ils n'ont pas à laisser des bois morts, etc. dessus. Et il faudrait qu'ils soient toujours efficaces et que les pompiers puissent toujours y passer. Ça, c'est vrai, tu as raison. Enfin, après, le pauvre monsieur qui a eu sa voiture qui a pris feu, il était dans une zone blanche, c'est-à-dire c'est une zone où le portable il passe pas. Il a dû faire je ne sais combien de kilomètres, je pense, à pied pour aller pour avoir un accès à un téléphone pour pouvoir appeler les pompiers. Et c'est d'un drame absolu. Mais dans cet élan de solidarité, on a eu la chance de voir un mouvement extrêmement solidaire avec lequel la Wanted Radio était partenaire, c'est Extinker. Et on peut faire qu'un gros big up à tous les artistes et à toutes les personnes qui étaient là. Merci beaucoup. Tous les membres de l'organisation, les associations, les entreprises qui étaient là, les artistes. En 15 jours, 10 jours, quoi, même pas, tout s'est accéléré. Ils ont fait un formidable festival musical. Il y a eu aussi des artistes graffeurs qui sont venus pour montrer leur art et vendre leurs arts aux enchères. Il y a eu Nature Beauté qui était là pour faire des massages aussi, pour contribuer. D'ailleurs, j'en ai fait un, moi, massage des mains, formidable. Et il y avait donc la Wanted Radio avec qui on a pu faire des interviews. Oui, il y avait comment ça s'appelle, des danseurs aussi. Il y avait des danseurs, effectivement. Il y avait tellement de monde. Et sur les dernières infos, il me semble que les bénéfices en fait de cette action-là, puisque les ventes sont encore en cours jusqu'à la fin septembre, au niveau des œuvres d'art, il me semble qu'on est à peu près à 3 500 € de récolte. Et ensuite, ça sera redistribué à des associations bienveillantes, bien entendu, pour que cet argent ne soit pas dilapidé en fonction de certaines assos qui, justement, bénéficient des contextes dramatiques en fait, de notre environnement pour se gaver. Est-ce que tu as des noms ? Je pense que c'est peut-être intéressant, justement, à la prochaine émission, d'inviter peut-être Gamigno, qui était l'initiateur de ce projet-là. Exactement, et Elodie aussi. Pour faire le compte-rendu un peu de tout ça, quoi. Ouais, pour faire un point, tout à fait. Il y a Gamino, Elodie. Et ça serait bien aussi peut-être d'inviter des pompiers pour nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de leur formation et par rapport à ça, tu vois, ce qu'ils aimeraient avoir de plus, quoi, pour éviter ça à l'avenir. Mais déjà un salaire décent, quoi. Voilà, déjà un salaire décent, parce que le salaire mensuel d'un pompier, c'est 1000 €. Déjà, moi je pense que rien que l'organisation elle-même des pompiers, déjà moi je trouve que c'est hyper mal foutu. Moi je pense que ça devrait être nationalisé comme pour les flics, avec une grille des salaires comme pour les flics, que ce soit nationalisé, géré vraiment par le préfet, parce qu'aujourd'hui c'est les départements qui gèrent ça avec les moyens du département. T'as une époque que le pompier c'était un militaire. Comme le gendarme d'ailleurs. Ils avaient... Ça c'est encore le cas, mais à Paris et Marseille, c'est tout. Il y avait un statut militaire aux pompiers pendant un temps. Et la défense a voulu en fait lâcher ce statut-là pour faire des pompiers, on va dire, basiques et des pompiers civils. Et le problème avec les pompiers civils, c'est qu'ils sont plus dépendants du ministère de la Défense, je crois que c'est le même ministère que les gendarmes et les flics, puisque eux aussi, non. C'est géré par... C'est les départements. C'est les départements qui financent et qui gèrent ça, et le SDIS, donc l'organe qui gère, parce qu'en fait le SDIS dépend du département, donc que ce soit en termes de commandement, en termes de... certes, le préfet a aussi son rôle dedans, en tant que représentant de l'État pour les pompiers. Mais c'est le département, le SDIS est financé par le département, principalement géré par le département, et les villes où sont hébergées les casernes, par exemple. Un truc tout con, il y a un cofinancement. Bon, ça a vérifié, l'information quand même à vérifier. Mais il me semble que, aux dernières informations que j'avais, c'était par exemple quand une caserne, par exemple d'Ornano par exemple, et l'entretien, tout ça c'est co-géré par le SDIS et la ville de Bordeaux. Mais après, ça vient du département, et le préfet arrive un peu dedans, mais moi, je préfère aujourd'hui qu'il y ait vraiment un retravail politique là-dessus, sur comment aujourd'hui, ça soit une gestion d'État
à la même hauteur que les flics. Ouais, en parlant de... Tu vois, c'est comme pour la sécurité civile, parce que la majorité des gens qui sont là-dedans et de la Croix-Rouge, ce sont quand même des bénévoles qui ont donné corps et âme. Protection civile. Qui ont donné corps et âme, en fait, pour que... Alors, nous, on arrive en soutien, on était 4. Après, ça a commencé un peu plus à bouger, si tu veux, mais si tu veux, en fait, ils nous ont expliqué quand même quelque chose, c'est que la distance limite d'action du secteur Villeneuve-d'Ornon, de leur pôle Villeneuve-d'Ornon, c'est l'Andiras. En dessous, t'as rien. Donc, est-ce que, à un moment donné, on ne peut pas donner aux sous-préfectures qu'il y a dans notre département, Libourne, Langon, Arcachon, Andernos et Langon, je ne sais plus si je l'ai dit, Langon. Non, oui. L'Espar, peut-être, j'ai oublié. Et il y a Blaye aussi. Est-ce qu'on ne peut pas donner à ces sous-préfets, à un moment donné, le moyen d'être réactive, tu vois, sur les pompiers, sur les services publics, parce que pour aller te faire soigner à Langon, à Blaye ou à l'Espar, c'est quand même compliqué. On a des retours quand même des patients qui ne sont pas satisfaits. Et dès qu'il y a un gros pépin de santé, c'est Pellegrin aussitôt. Donc la personne qui va être active. Pellegrin qui a fait grève et qui a fermé ses urgences cet été quand même. Pellegrin qui quand même est le gros pôle. Moi, je pense quand même aussi à ce niveau-là, au niveau des services publics de santé, qu'il faudrait des pôles en fait qui soient liés avec le CHU de Bordeaux. Dans chaque, au moins capitale départementale, justement, ça centralise, mais aussi dans les zones un peu rurales. Tu vois, il y a eu les maternités qui ont fermé à gogo, mais à l'époque, dans ces maternités-là, si tu avais un petit bobo, on pouvait te le soigner, tu vois. Oui, parce qu'il y a, ça fait double, enfin même ça fait triple peine, parce que en fait, là où les pôles sont fermés, par exemple à Pessac, il y avait une maternité à la clinique Saint-Martin, elle a été fermée, alors que Pessac c'est quand même une ville assez importante au niveau du nombre de population. Donc là où c'est fermé, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont vers les gros hôpitaux comme le CHU, etc. Mais le CHU, il est débordé. Et en plus de ça, autre double peine, c'est qu'on augmente la population en construisant de plus en plus et en voulant attirer de plus en plus de monde. Mon exemple préféré fétiche, sur Atlantique, qui attend quand même 50 000 personnes supplémentaires. Par contre, ils ne vous disent pas qu'ils vont construire un hôpital pour pouvoir soigner et pour pouvoir soutenir ces 50 000 personnes supplémentaires. Ça, il y a des commerces. Il y a des logements, il y a des commerces, il y a des logements, il y a des commerces et des bureaux, et des commerces et des bureaux. Les services minimums de proximité, pompiers, services postaux, hôpitaux, tu as vu les locaux, centre médical, tout ça suit pas. Ah non, ça suit pas, c'est pas dedans. Et tu as vu les locaux des pompiers? Des pompiers où c'est qu'ils habitent à Floirac, enfin tu sais là à côté de Stalingrad. À la caserne de la Beneuve. Ouais, t'as vu ça? Ils sont en train de refaire, ils sont un peu plus là, ils sont en train de refaire la caserne un peu plus loin. Ils refont la caserne un peu plus loin. C'est décrépit, mais c'est honteux quoi. Mais si tu veux, c'est quand même un bâtiment, la caserne des pompiers de la Beneuve, pour la connaître très bien, parce que quand on est à l'école, on va la visiter, puis quand on est pote avec des pompiers, on la voit tous les jours. Mais au niveau fonctionnalité, ils vont y perdre avec la caserne nouvelle qui est en train de se faire dans Euratlantique justement. Et par rapport à celle-là, faut pas oublier que c'est un immeuble qui a été fait par le Corbusier à l'époque. Et tout est en fait à portée de main. Même tu sors de ton appartement, tu as une colonne qui te fait descendre à chaque étage pour intervenir le plus rapidement possible dans ton camion. Ouais. Que là, non, il n'y aura pas de... Que l'autre, ça sera une caserne normale de pompiers. Est-ce que du coup, ils vont avoir des formations de pompiers américains qui ont des bâtiments et des gratte-ciel? Parce qu'à Euratlantique, il va y avoir des gratte-ciel. Donc, il faut une formation spéciale gratte-ciel maintenant. C'est plus possible. Les bâtiments qu'on a, c'est fini. Écoute, la caserne d'Ornano, c'est pareil. Elle est pourrave. Enfin, je veux dire, Bon... En fait, si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, et si à l'occasion on en a quelques-uns dans cette émission au cours de l'année, on leur posera des questions quand même là-dessus. Oui, les pouvoirs publics, en fait, ils ont le gouvernement, parce que peut-être que dans les locaux, dans les politiques locaux, ils auraient envie de faire progresser tout ça, mais on a accentué en fait l'action du groupe qui a toutes les cliniques là autour de Bordeaux là. Les 4 pavillons. Non, c'est pas Kyriade. Non, c'est pas Kyriade. Je trouverai le nom pendant la pause musicale. Mais on a favorisé toutes ces cliniques-là, 4 pavillons, Bordeaux-Nord, Tivoli, Saint-Martin, comme tu disais tout à l'heure, le Tendu qui est parti à Floirac.
Mais tout ça, c'est du privé, en fait. Donc, ça coûte une blinde pour aller se faire soigner là-dedans. Et puis, alors, quand t'es bien soigné, parce que tu peux arriver là-bas, avoir mal à la tête, et ils vont te dire que t'as mal à la cheville. Tu vas sur le bassin d'Arcachon, t'es quand même en danger, parce que Arès et la Teste, ça vole pas non plus extrêmement très haut au niveau des soins. Moi, j'ai dû sauver quand même ma tante à 10 minutes près, c'était quasiment fini. Heureusement qu'il y avait sur la route au l'évêque pour la prendre en charge, et c'est ce qui l'a sauvée. Sinon, c'était foutu, elle est en train de mourir à l'arrière de la bagnole. À un moment donné, il va falloir en fait aussi changer les contrats, ou alors faire un pôle public, je sais pas moi, à Biganos par exemple, tu vois, vu que c'est le cœur du bassin, pour que les gens puissent avoir accès à des logements qui soient mais en fait, intéressants. tu vois, les services publics, que ce soit les pompiers ou les hôpitaux, c'est un peu comme le réchauffement climatique. Tout le monde en parle et tout le monde dit que c'est honteux, mais personne ne fait rien. Je veux dire, les décideurs, ils font pas quelque chose quand même pour que ça s'améliore, le truc. Hein. Tout le monde le dit. Alors à la télé, on dit oh là là, le réchauffement climatique, le machin, etc. Oh là là, les aides-soignants, les infirmières, ils en peuvent plus, les médecins, ils en peuvent plus. Il y a des déserts médicaux, il y a des gens qui meurent pendant les urgences parce qu'on les laisse comme ça dans les brancards, dans les couloirs, etc., etc. Mais est-ce que au quotidien, sur le terrain, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui sont faites? Non, ça s'empire. Eh ben non, c'est comme le réchauffement climatique. Tout le monde en parle, tout le monde le dit, tout le monde trouve ça dégueulasse, odieux, machin, bidule, etc. Tout le monde se plaint. Nous, on le voit sur nos réseaux sociaux en tant qu'association. Oh là là, mais il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Mais quand on fait une manif ou quand on essaie de faire une action, il y a 2 personnes. Donc, messieurs, dames, je ne sais pas, qui qu'il soit, bougez-vous un petit peu le cul. Arrêtez de vous plaindre et faites les choses. Eh bien, on va faire une petite pause musicale et je te répondrai après à ça parce que je suis un peu vénère. Je vais avoir du débat dessus et je pense que je vais t'énerver pour la suite. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. How low can you go? Yeah, hey, tu connais les boys, chérie, hey, wow, hey, tu sais très bien comment ça va se passer, babe, wow, yeah, tu connais les boys, chérie, hey, yeah, hey, ok, wow. Cette pute préfère ma monnaie, ça démontre gros tu connais. Je vais laisser une dent dans ses gros seins silicone et je fais du sale, sois pas étonné. Je la chevauche comme un poney. J'ai pas ton temps même avec la Rolex à mon poignet. Je crache sur vous toute la journée. À force de finir j'bounet. Je m'en bats les couilles, raconte pas ta vie, tu m'as saoulé. Je suis bourré à la rounée. Le rap je vais le faire couler. Je viens reprendre des sous et puis me barrer dans la foulée. C'est trop facile de fasciner, pas la peine d'halluciner. Si je baisse ta maman, je paye le McDo et le ciné. Ça sert à rien de t'exciter, mon rap t'a assassiné. Me prends pas la tête contre les putains, je suis vacciné, salope. Grosse chouin, maquillé. Ce soir tu sors sans ton cavalier parce que tu les fais tous cavaler. Chérie, t'écartes les cuisses, y'a plus qu'à y aller. J'ai pas le time pour tes vibes de merde. File-moi mon billet que je me taille de là. Je mets que des Nike, fuck les Margiela. J'suis le Saiyan, le rap c'est Angela. Bang, si je m'énerve, je vais les plier. Le son du capitaine, faut pas l'oublier. Non, t'as sucé des beats pour des billets. Chérie, je suis trop productif pour oublier. Donc, faut que j'arrête le rap, je suis trop puissant, c'est trop facile. Faut que ce putain de game de merde, tous tes rappeurs sont trop fragiles, je suis trop puissant. Salope, tu le sais bien, je suis trop puissant, comme les cartels colombiens. Je te fuck et je te choque tellement fort que t'as le mort, petite salope. Si je te fais des gosses, c'est pour les allocs. Yeah, tu sers à rien, t'es comme les Inrocks. Tu vas me faire gerber comme Skyrock. Oh, le rap est lourd dans ma chebou. Chérie, si t'es bonne, je te baiserai sous la chedou. Yeah, gars, ton flow est trop chelou. Je sais que t'as le seum, mais s'il te plaît, ne sois pas jaloux. Je viens pour cracher sur votre Gotha. La France est devenue Gotham. Y'a que des âmes plus pourries que le dernier Guetta. J'ai pas bougé d'un iota, je vous baisse depuis le Golgotha. Yeah, je viens pas pour remplir vos quotas. T'as sucé la bite de ton beatmaker. Désolé les filles, mais vos hitmakers. Tu connais les boys, tu les connais par cœur. J'ai la banane, Joséphine, Baker, putain. Je suis trop lourd, je vais tous vous vexer. Faudrait peut-être que j'arrête les excès. Chérie, oublie tous tes excès. Ce soir c'est promis, toi et moi on fera du sexé. On va démonter l'achat de ta mamie. On va se barrer faire le clip à Miami. Je m'en bats les couilles, me raconte pas ta vie, je te baisse tellement fort. À la limite de la sodomie, putain.
Je suis trop puissant, chérie. Je suis trop puissant, chérie, wow. Je suis trop puissant, chérie, yeah. J'en ai marre de traîner comme Charles. Je vais te laisser tomber comme Shine. Me prends pas la tête, j'ai pas le temps pour ça. T'es trop choqué, pourtant je kick comme d'hab. Bang, je perce le périnée, j'élargis le périmètre. Désolé mais je t'écoute pas, ton putain de rap est périmé. Yeah, ton putain de rap est périmé, bitch. Yeah. J'en ai marre de traîner comme Charles, je vais te laisser tomber comme Shine. Me prends pas la tête, j'ai pas le temps pour ça. T'es trop choqué, pourtant je kick comme d'hab. Bang. C'est Net et Précis avec Alban. Ouais, on est de retour sur Net et Précis et il y a Mehdi qui est en bas qui va nous rejoindre dans le studio, Mehdi Saboulard qui va nous parler de ses activités militantes au niveau du Grand Parc mais pas que. Et moi je vais revenir sur la petite phrase en fait dernière de Valérie et on va s'irrisser un petit peu les poils dans cette émission. Alors je suis désolée, il paraît que j'ai crié trop fort dans le micro et que ça vous a fait sauter les tympans des oreilles. Je vais essayer de faire attention. Mais moi, je vais te faire un petit peu hérisser les poils parce que pour moi, aujourd'hui, l'écologie, en fait, c'est quelque chose qui est devenu un business. C'est-à-dire qu'à l'époque des premières constatations du réchauffement climatique, on aurait pu faire des cours d'éducation populaire auprès des gens pour leur expliquer qu'effectivement, quand on achète des tomates en hiver, c'est complètement débile. Que avoir une voiture qui pollue, c'est un peu débile aussi. Et qu'on aurait pu partir. Un arbre pour mettre une piscine et après se plaindre parce que la piscine est en plein soleil et qu'ils ont plus d'ombre, c'est extrêmement débile aussi. Voilà. Et moi, tu vois, je vais faire un truc, c'est que dans pas longtemps, à partir de 2023, on va pas plus pouvoir entrer en fait dans certaines métropoles, voire. C'est pas 2025, je croyais. Le critère, tu parles? Ouais, effectivement, le critère, en fait, va empêcher un nombre de personnes incalculable de rentrer dans les villes avec leur véhicule. Oui. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on nous vante l'électrique comme étant une matière extrêmement intéressante pour l'avenir. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. L'écologie aujourd'hui, c'est du business, c'est beaucoup de greenwashing. Nous sommes totalement d'accord. On va pas se hérisser pour ça. Tu vois Mais tu vois, parce que tu vois, moi, tu vois, ça m'a fait un peu rigoler de voir des gens s'offusquer de la présence d'un yacht dans le port de Bordeaux, de s'offusquer de la présence d'un paquebot. Et il faut savoir que la mairie de Bordeaux ne pilote en aucun cas, en fait, la venue de ces bateaux-là. C'est le port maritime de Bordeaux qui gère ça. Oui. Donc peut-être il faudrait interroger le port maritime de Bordeaux, à savoir quelle est l'utilité aujourd'hui, en 2022-23, bientôt, de faire venir des bateaux aussi énormes dans le port, de bloquer des gens avec la circulation, avec le pont Chaban qui se lève pendant à peu près 3 heures. C'est aussi la responsabilité individuelle du propriétaire du yacht de se dire, bon, est-ce qu'aujourd'hui c'est judicieux de continuer à utiliser un monstrous qui est extrêmement beau à voir, ça c'est vrai. On peut mais moi je l'ai vu de loin, le truc il est magnifique. C'est magnifique, mais qui peut-être aujourd'hui est un peu décalé par rapport à tout ce qui se passe. C'est ça aussi, sa conscience à lui, quoi. Il faut se questionner. Tu vois, moi je trouve qu'il y a de la fourberie là-dedans parce que tu vois, quand tu regardes les publicités en fait commerciales, on va prendre la publicité basique en fait, tu vois, des magasins genre Auchan, Carrefour, Leader Price, etc. Tu regardes ça. Et en fait, tu as en bas la provenance des produits en fait qui arrivent dans ton assiette à un moment donné. Et tu vois, moi, il y a toujours un exemple que je garde en tête en fait. C'est la crevette. Oui. Qui est pêchée en Équateur pour qu'elle arrive ici dans ton assiette. Oui. Donc ça veut dire que quand tu manges une crevette en France, ta crevette, elle a fait 12 000 bornes pour arriver dans ton assiette. Et elle a pollué en plus les eaux en Équateur. Hein. Oui, tu pollues les eaux là-bas en Équateur. Tu crées des difficultés en fait pour les gens qui vont récolter les crevettes. Tu crées un avion ou un bateau qui t'amène ça jusqu'ici en Europe. Tu crées aussi des problèmes d'alimentation pour les pêcheurs qui nourrissent leur famille pour les poissons machin et qui n'ont plus de poissons parce que l'eau est polluée à cause de l'alimentation de la crevette. Quoi. Après, tu vois, tu as un site qui est extrêmement intéressant qui s'appelle Nav24, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de sites internet qui des fois sont cons, mais des fois tu as des sites internet qui peuvent être utiles. Et tu vois, le Nav24 en fait, c'est un site qui te donne en fait le nombre de bateaux qu'il y a à l'heure actuelle en fait à travers la planète dans les océans. Et on nous dit ouais, avec ta voiture, tu imagines, tu vas rentrer en ville, tu vas polluer, mais tu verrais le nombre de tankers qui tournent en fait dans le monde. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais pourquoi, on n'y pense pas. Mais pourquoi ? Parce que en fait, tu vois, on n'a pas parlé de l'Ukraine, mais on peut en faire un billet vite fait là-dessus. Tu vois, à un moment donné,
on est dépendant de l'Ukraine pour le blé, mais pas que nous en fait. Tu vois que l'Afrique est dépendante plus ou moins de l'Ukraine pour le blé, que le Moyen et le Proche-Orient aussi, et l'Europe aussi. Donc, en fait, on a demandé, peut-être à un moment donné dans l'existence de l'Ukraine, on leur a dit, mais vous allez nous nourrir. Mais bien sûr. Et donc, aujourd'hui, tu regardes la flambée des prix, tu es là, tu fais, mais attends, on n'aurait peut-être pas pu, vu qu'on était sur un projet d'Europe, en fait, où théoriquement, des États qui s'entendent bien tous ensemble, on pourrait pas peut-être faire, je sais pas moi, des cultures, mais on le fait en France, tu vois, mais peut-être voir avec la Roumanie, avec la Bulgarie, peut-être que c'est des pays qui sont sujets à être moins en conflit que l'Ukraine, puisqu'à un moment donné, Poutine, il allait forcément péter un câble, mais là, il commence à baisser, en fait, au niveau des sondages là-bas en Russie, donc peut-être que ça va changer. Mais on est dépendant de l'Ukraine. Donc pourquoi nous on ne fait pas, si tu veux, des pôles européens? Déjà un SMIC européen, ça serait peut-être plus intéressant que d'avoir un ouvrier, par exemple, tu vois, polonais qui est payé 500 balles, nous on est payé 1200 balles, le travailleur roumain il est payé 300 balles, et forcément ils arrivent là et on veut du travail machin. Peut-être que si tu mets un SMIC européen et une sécurité sociale européenne, tu mets tous les pays qui sont impliqués un peu en même temps, si tu veux, dans la dynamique de créer une Europe forte, et après tu essayes de voir avec les pays aussi de la Méditerranée. Tu vois. Moi je suis en train de lire un livre scientifique sur l'agronomie et qu'est-ce que c'est un sol, et il le dit très clairement, c'est Christian de Carnavalet je crois, enfin il me semble que c'est lui. Il dit clairement qu'en fait on a assez à manger pour tout le monde en fait. On peut nourrir presque 9 milliards de personnes si on le voulait, et avec une agriculture bio, c'est-à-dire sans entrants chimiques et sans superproduction et sans des usines d'industriels avec des millions de vaches, etc., à la chaîne, etc. Donc c'est possible, c'est faisable. Le rendement naturel, il est extrêmement aussi, ou même mieux qu'un rendement chimique et artificiel. Donc en fait, c'est un mensonge de dire qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Il y a assez à manger pour tout le monde. Mais c'est la spéculation boursière. Mais bien sûr, c'est la spéculation qui fait que, voilà, il y en a, ils gardent les trucs, et puis il y en a d'autres, ils en ont moins, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est encore l'activité humaine qui est fautive dans le fait que les gens meurent de faim. Mais tu vois, moi je pousserais encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a quand même, en étant en Europe, une entente avec les pays de l'Afrique du Nord, où on pourrait peut-être partager le travail, tu vois, mais avec un salaire équivalent à l'Europe, tu vois, pas en leur donnant des miettes et de la merde, tu vois, en faisant un salaire équivalent. Et moi, je me rappelle d'une époque, tu vois, où il y avait mes t-shirts qui venaient de Turquie ou de Tunisie, ils venaient pas jusque du Bangladesh, où tu as des usines qui se cassent la gueule sur des pauvres gamins qui sont en bas en train de travailler. Tu vois. Les rivières avec tout ce qui est les produits chimiques pour faire que le coton il soit plus blanc que blanc, etc. Et la viscose. T'as vu cette rivière là, pleine de déchets là. Et puis la viscose aussi, pour extraire la viscose du bois, il y a des produits chimiques extrêmement dangereux. Vous voyez des jeunes dames qui ont 24 ans, vous croyez qu'elles ont 80. Tellement qu'il y a les produits qui ont bouffé la peau. Voilà, exactement. Elles ont les cheveux blancs, elles ont les yeux, elles sont presque aveugles, etc. Donc c'est terrible en fait. Et en fait, nous, on consomme et on mange, et tout ce qu'on fait, c'est assez. On a tout bâti sur du mensonge. Le petit plaisir occidental, tu vois, c'est ce que j'appelle. C'est comme ça que j'ai classé. Du mensonge, c'est comme ça que j'ai classé la voiture électrique. C'est de la publicité. Le petit plaisir occidental. C'est d'écologie publicitaire. Je reprends le mot, merci Isabelle, c'est pas de moi, c'est de Isabelle. C'est de l'écologie publicitaire. On fait de l'écologie publicitaire aujourd'hui, mais partout. Les promoteurs font de l'écologie publicitaire. Euratlantique débaptise leur quartier pour faire du verre, c'est-à-dire que maintenant ça s'appelle canopée. Ouais, j'ai vu ça. T'as vu ça un peu? Et on va avoir une canopée à Bordeaux. Mais ils savent pas ce que c'est une canopée, quoi. C'est de la publicité. Ouais. C'est de la publicité. Et ouais, l'écologie, c'est un vaste sujet. Et on pourrait en parler des heures. Et puis, il faudrait les inviter aussi pour qu'ils nous donnent leur avis aussi, et leur façon de voir, peut-être, parce que après tout, ils ont aussi à Euratlantique, ils ont peut-être aussi une intention, une bonne foi qui fait qu'ils veulent construire du béton et du bitume parce que ça leur plaît. Ouais, mais le bitume, si tu veux, on l'a vu cet été, pour les personnes qui vivent dedans, avec la canicule, c'est invivable. T'es à 35 degrés dans ton appart. On a invité à Solutions Nature une dame du collectif, Isabelle Ellul. Elle nous a parlé aussi des prises de température qu'ils avaient fait. Presque plus de 50 degrés, je crois, ou 58 degrés dans certains trucs. Donc, c'est-à-dire que tu peux même pas marcher, quoi. Tu peux même pas rester sur place. Émission à réécouter en podcast sur et là, c'est invivable. C'est même pas un arbre, il peut pas
pas non plus survivre. Les insectes, la biodiversité non plus. Les chiens, n'en parlons pas. Donc, enfin, voilà, les animaux de compagnie, les humains, enfin, voilà, personne ne peut vivre sur un sol qui fait 58 degrés. C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Non. Eh ben, on va se faire une petite pause musicale et on va pouvoir comme ça accueillir Mehdi Saboulard avec nous sur la Wanted Radio dans le net et précis. Et on va parler de bitume encore. Ouais, bien sûr. Now let's begin the story. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Yeah. Allez, une journée de plus où je vais galérer à mort. J'ai entendu rien à faire et ça commencera par dehors. Il est 4h du matin, qu'on m'appelait quoi, c'est mise en veille. Encore une soirée colore, sauf que le zombie c'est moi-même. Encore des bars avec paillettes depuis ma vie particulière. Il est l'heure de fermer l'œil car demain j'ai un concert. Donc à peine réveillé que le pétard est déjà levé. J'ai attendu le facteur qui me ramène au gain levé. J'ai attendu ma voisine qui me bassine avec la Rousseau. J'ai le pote d'un pote d'un pote qui se promène pour Naruto. Va me falloir du repos avant que le soleil se mette à briller. Impossible de voir la paix, c'est comme le 30 février. Il est 10h, je sors avant que tout le monde me rende fou. Faire une pause au PMU, c'est pour zapper son rendez-vous. Pas l'envie de me rendre sous, j'ai vu l'état de Bernard. Depuis tout petit je le vois, il aurait dû finir barman. Le monde a perdu la tête vu qu'il en tire des hématomes. Le frère nique le frère de l'autre, un peu comme dans Game of Thrones. Donc j'ai fait un tour en ville entre bonheur et miséria. Le jour où ça sera légal, j'enroulerai au commissariat. Café clope, y'a pas de mal, en 2 feuilles et ça repart. On voit la bœuf, c'est déjà ça. Attention, oui à la cam, il est l'heure de faire du son parce que le temps nous attend pas. Vu qu'on n'a pas de patron, nique sa mère tous vos contrats. Garde tes valeurs qui que tu sois, car je te jure c'est mieux comme ça. C'est le retour de la R5 qui dépassera une Tesla. Allez, une journée de plus où je vais réfléchir encore. J'ai attendu rien à faire et ça recommence très fort. On est au ralenti au sud, mais on se voit pas vivre au nord. Si je représente 7, c'est la même aussi à nord. À la province mis à mort, à nous de rendre le monde beau. On commencera par le faire, à mettre à genoux Monsanto. 17h, y'a rien de bon, des bouchons, des klaxons. Y'a toujours un vieux devant avec une contrefaçon. 18h, c'est la boisson, c'est le Ricard qui a gagné. T'entendras l'accent du sud, allez vous faire enculer. À 20h, c'est le journal, toujours les mêmes qui me rembarchent. Ils diront qu'on est des moutons, oui, d'après tous les sondages. Allez, comment tourner la page ou trouver les clés de la cage? Vu que les règles de ce monde sont créées par des sauvages, alors la nuit va tomber, elle nous cache plusieurs facettes. Je fais du son H24, on reste ouvert à 7. 21h au studio, balance une mélodie. Dédicace à Rolex, Mono, Sprinter et Mehdi. À minuit, c'est pas fini, non, ça vient de commencer. Crie-le, vive le rap français. J'ai préféré vivre ma vie que vivre la leur. Allons nuit blanche qui nous a donné autant de couleurs. Une vie particulière. Une vie particulière. H24. Wow. Ta cité c'est pas ta mère. Ta cité c'est pas ta mère. Ta cité c'est pas ta mère. Et si tu crèves elle aura d'autres. Tu veux les avantages du quartier, t'auras les inconvénients. Ta cité c'est pas ta mère. Et si tu crèves elle aura d'autres. Ta cité c'est pas ta mère. Ta cité c'est pas ta mère. Et si tu crèves elle aura d'autres. Tu veux les avantages du quartier, t'auras les inconvénients. Ta cité c'est pas ta mère. Ta crève elle aura d'autres. Ta cité c'est pas ta cité c'est pas ta mère. Tu crèves elle aura d'autres. Info et débat, c'est net et précis en direct avec Alban. Bonjour à tous. Prix de l'énergie, Gabriel Attal a précisé les mesures mises en place pour protéger les Français. Si le bouclier tarifaire sera prolongé l'an prochain, il reconnaît une incertitude à la mi-2023. Un chèque de 100 à 200 € sera donné aux ménages modestes qui se chauffent au fioul. Le ministre en charge des comptes publics a indiqué que tous les efforts étaient faits par le gouvernement.
Et la hausse de la production électrique va coûter 5 milliards d'euros de plus à EDF. C'est ce qu'a indiqué l'entreprise aujourd'hui. Elle a revu à la hausse l'impact de la baisse de sa production pour l'exercice 2022. Il sera donc de 29 milliards d'euros. Cette nouvelle estimation se base sur la révision à la baisse de la production nucléaire pour l'année en cours. Rémunération, Air France annonce une hausse des salaires de 5% pour tous ses employés. Face à la hausse des prix, les salariés à plein temps vont également recevoir une prime de 1 000 euros. C'est ce qu'a annoncé hier la compagnie aérienne. Les plus de 38 000 employés de l'entreprise sont donc concernés par la hausse des salaires. L'augmentation interviendra à partir du mois de novembre. Chantage à la sextape à Saint-Étienne. Une centaine d'agents municipaux manifestent aujourd'hui devant l'hôtel de ville. Ils estiment que le maire, visé par une enquête sur le sujet, a perdu sa crédibilité. Hier, ils étaient entre 100 et 200 déjà mobilisés. Le maire, sorti de garde à vue mardi, avait dénoncé une machination pour l'empêcher de briguer la présidence de son parti. Il a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Une pétition a été lancée en ligne pour sauver le timbre rouge. La Poste a prévu de le supprimer l'an prochain et de le remplacer par une version numérique. Selon la fédération Sud PTT, perdre ce timbre revient à perdre des dizaines de milliers d'emplois de facteurs, entre 20 et 40 000 plus précisément. L'organisation qui a lancé la pétition va solliciter la signature d'autres syndicats. Washington fournit 756 millions de dollars pour les déplacés en Syrie. Cette aide permet de soutenir 2 400 000 personnes. Les plus démunis pourront avoir des médicaments ainsi que de la nourriture. Ce financement s'ajoute aux plus de 800 millions déjà annoncés plus tôt dans l'année. Allez, on continue avec la météo sur Wanted Radio. Bonjour à tous, de la pluie sur les Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes également concernés par ces instabilités, tout comme le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Pour ce jeudi, partout ailleurs du soleil, toujours quelques nuages de traîne et puis des températures entre 11 et 22 degrés aux heures les plus fraîches du jour, jusqu'à 20 degrés à Lille et à Brest, 22 à Paris et à Strasbourg, 23 à Bourges, 24 degrés annoncés à Biarritz, 29 à Ajaccio et jusqu'à 32 degrés à Nice. Et avant le retour de Valban et son équipe à l'antenne, un petit flash info sport sur Wanted Radio. Bonjour à tous, on commence avec le football et la Ligue des Champions et cette victoire hier soir du Paris Saint-Germain face au Maccabi Haïfa 1-3. Toujours en football, la Coupe du Monde 2022, on a le calendrier qui attend les Bleus jusqu'au Qatar. L'équipe de France a encore 2 matchs à disputer avant le grand rendez-vous. L'équipe de France disputera 2 derniers matchs de Ligue des Nations contre l'Autriche, ça ce sera le 22 septembre, la semaine prochaine. Et au Danemark, rendez-vous le 25 septembre avant de se tourner vers la défense de son titre de championne du monde au Qatar en novembre. Plus précisément, dès lundi, les Bleus se retrouveront à Clairefontaine avant d'attaquer les 2 matchs de ce mois de septembre. Et puis le dimanche 9 octobre, tirage au sort de la phase de qualification de l'Euro 2024 en Allemagne à Francfort. Lundi 14 novembre, début de la mise à disposition des joueurs et début officiel de la préparation. Mardi 22 novembre à 20h, le match entre la France et l'Australie. Le samedi 26 novembre à 17h, la rencontre entre la France et le Danemark. Et puis le mercredi 30 novembre à 16h, Tunisie-France pour ses premiers matchs de Coupe du Monde. L'Eurobasket, les Bleus écartent l'Italie au bout du suspense et se hissent en demi. Encore 2 matchs pour les chercheurs d'or tricolore. L'équipe de France de basket qui a donc rendez-vous avec la Slovénie ou la Pologne pour une place en finale. Après une victoire hier à Berlin suite à des prolongations face à l'Italie 93 à 85. Les Bleus ont donc composté leur billet pour les demi-finales de l'Eurobasket. La Coupe Davis, la France s'incline contre l'Allemagne après le double. Arthur Rinderknecht et Nicolas Mahut au tapis. Défaite 2-1 en phase de groupe de la Coupe Davis. C'est net et précis avec Alban. Et on est de retour avec net et précis. Il faut s'y habituer à ce nouveau nom. Oui, non, mais c'est super, net et précis. C'est net et précis. Net et précis. Voilà. Des fois, les idées fusent et ça apporte quelque chose de super intéressant. Et on est avec Mehdi Saboulard qui est avec nous. Bienvenue à toi. Merci, je vous remercie de m'avoir invité. Et pourquoi on a invité Mehdi ? Parce qu'en fait, Mehdi, tu vois, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux régulièrement. J'essaye de voir un peu son actualité et les événements auxquels il participe. Et c'est un billet d'info du Grand Parc qui nous permet d'avoir
en direct un petit peu tout ce qui s'y passe. Il y a des petits réglages techniques, on est bon. Et j'essaye de meubler pendant le réglage. C'était très bien fait. Ah oui, mais moi je t'ai pas aidé du tout, tu vois. Il fallait me faire des signes. Alors là, Valérie, j'ai pas été une bonne coéquipière. Désolée. C'est ultra enrichissant de suivre un peu cette actualité-là, puisque cette actualité-là est concentrée sur le quartier du Grand Parc, mais ça pourrait être une actualité qui concerne la quasi-totalité des quartiers populaires de France et de Navarre, comme on dit dans le jargon, puisque tous les quartiers ont à peu près malheureusement ces problématiques en fait sociales, ces problématiques du politicien qui veut toujours se donner l'image de lorsqu'il y a des élections, puis après tant pis, on va faire un truc comme ça par ici. Puis alors là, l'alerte, ça a été les arbres qui ont été coupés, bien entendu. Alors on est dans une ville écolo, on vous le rappelle, on est à Bordeaux avec Pierre Urmic qui est Europe Écologie Les Verts et donc au Grand Parc, il y avait tout un parking où il y avait des arbres, où on pouvait, je pense, garder les voitures. Il y avait 24 Catalpa, c'est ça ? C'est ça, oui, 24. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet abattage du coup ? Écoute, on a tous été sous le choc. Hein. On avait demandé la fermeture de ce parc afin que les gens qui prennent les transports en commun ou quoi ne s'y garent pas. Parce que c'était assez compliqué à un certain moment de pouvoir trouver des places. Donc on savait que ça avait été accepté et que donc il y allait avoir une fermeture, une réhabilitation du parking. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un abattage des arbres, mais ça on s'en est rendu compte quand les tronçonneuses étaient en train de couper les arbres. Vous allez dire que vous n'avez pas eu d'affichage d'autorisation préalable, rien du tout ? Il n'y a eu aucun affichage où ils ont été un peu plus vicieux, c'est que ils ont communiqué aux concierges et ils leur ont donné la responsabilité de distribuer en fait des tracts qui informaient d'une réunion le 6 juillet. Oui. Bon, les concierges, on le sait, hein, il y en a qui travaillent bien et d'autres moins. Donc la moitié des habitants d'une cité n'avaient jamais reçu cette information-là. Et où c'est plus vicieux, le 6 juillet, c'est veille des grandes vacances scolaires. Et on sait très bien que ce soit même en politique ou autre, on fait passer les projets de loi l'été parce qu'on est beaucoup moins attentif. Ouais, mais il y aurait dû avoir un affichage. Aucunement, il n'y a pas eu d'affichage. La seule chose qu'il y a eu, c'est cette soi-disant réunion où ils prétendent avoir été 50, donc j'ai demandé des photos et également une fiche d'émargement pour vérifier cela, et le responsable technique d'Incité n'a jamais été capable de me communiquer quoi que ce soit. C'est comme si moi je vous dis demain ou même là je suis arrivé à la radio, si on n'est pas filmé je vous dis qu'on est arrivé à 150 alors que je suis tout seul. Donc on connaît très bien la manipulation des chiffres. Donc je suis passé moi lundi matin en posant ma fille à l'école et j'ai vu le premier arbre en fait qui était en train d'être coupé. J'ai directement dégainé mon téléphone, j'ai filmé. Mais même là, lorsque j'ai dégainé mon téléphone, je pensais vraiment pas qu'ils allaient couper la totalité des arbres. Ah mais ils ont tout rasé, ça se voit sur les photos. C'est une plaine nue là, il n'y a plus rien. Ils ont tout rasé. Ils ont dessouché aussi, ils ont enlevé les souches. Ouais, en fait, le mardi soir, il n'y avait plus rien. Le mercredi, ils ont dessouché. Donc, on a vu les photos, c'est horrible. Mais oui, mais c'est-à-dire que c'est comme ça que tu vois que tu masques le crime en enlevant les souches. Comme ça, les gens, ils savaient. Tu vois, ils se souviennent plus s'il y avait des arbres ou pas, parce qu'il n'y a plus de souches. Et avant, ça s'était décidé là cet été, ça ? Donc, en fait, sous municipalité écolo, ça veut dire. Voilà. Alors leur raisonnement, c'est de dire qu'en fait, la réhabilitation a été votée il y a 5 ans de ça. Tout ça, on ne le critique pas. Non, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Ça peut être vérifié. Sauf qu'il y a 5 ans de ça, il n'y avait jamais une notification du fait qu'ils attaquaient les arbres. Ça a été voté, en fait ça a été signé le même jour que leur fameuse réunion qui n'était pas une réunion participative, contrairement à ce que... Mais dans cette réunion, il y a qui ? C'est qui Cette réunion, il y avait le responsable technique d'Incité qui était là, accompagné d'une dame, alors je ne sais pas si c'est celle qui a répondu aux interviews ou pas pour Incité, elle est une responsable. Ils ont fait un PowerPoint là-dessus, mais c'était en fait une réunion informative et non pas participative. On n'a aucunement demandé l'avis des habitants parce que une fois que ça avait été signé par la municipalité, donc c'est bien la municipalité écolo qui a acté en revanche le massacre de ces 24 arbres. Et ensuite, une fois que ça avait été signé, ils ont fait leur réunion participative, informative, afin d'informer les peu qui étaient déjà informés qu'il y avait une réunion veille de vacances scolaires d'été, donc de grandes vacances scolaires, qu'ils allaient procéder de la sorte. Voilà. J'aimerais bien quand même connaître le deal proposé à la mairie ou la menace pour que la mairie puisse signer ce genre d'activité. Mais tu sais, une cité, c'est quelque chose, c'est un outil qui est hyper répressif en fait sur Bordeaux et qui est hyper, qui est dans la sanction permanente à la fois pour les propriétaires des immeubles et des locataires, parce que
si tu veux, InCité, en fait, au début, ça avait été créé pour qu'il y ait un soutien. Alors, à la base, c'était ça, la création d'InCité. C'était pour qu'il y ait un projet d'aide, en fait, aux propriétaires qui avaient sur les quais pour la réhabilitation des immeubles, pour que les façades soient plus jolies, en fait, par rapport à ce qu'il devait y avoir comme travaux ensuite sur les quais. Aujourd'hui, les quais sont effectivement... merveilleux, c'est plus des hangars comme on a connu désaffectés où si tu n'avais pas envie d'y aller, où t'as plus les 4 voies de chaque côté des quais, etc. T'as plus le parking des bus à Richelieu. Et effectivement, ça a été extrêmement bien réhabilité. Mais sauf qu'aujourd'hui, InCité, en fait, c'est un outil pour un peu racketter les propriétaires, parce que si tu veux, à un moment donné, si le propriétaire de ton immeuble n'a pas les moyens de faire les travaux avec InCité, InCité va intervenir en mode oui, mais on vous met sous demeure, on vous menace, nani, nana, etc. Et puis à un moment donné, le propriétaire il peut plus payer parce que c'est des travaux qui sont pas forcément dus au propriétaire. C'est la terre en fait de Bordeaux qui a bougé, c'est-à-dire que la moitié des immeubles sur Bordeaux, ils ont été fabriqués sur des pilotis en bois. Et avec le réchauffement climatique et avec la pluie, ça fait comme à Marseille, t'as des immeubles qui se pètent la gueule. Donc t'as le bois, il sèche, il se rétracte, il se remplit d'eau, machin, il se craquelle et à un moment donné, ça fragilise. Il faut savoir à peu près alors on dit que c'est une vieille légende urbaine, mais on dit que la ville de Bordeaux par rapport à la Garonne, en fonction des années, soit elle avance de 1 ou 2 mm, ou elle recule de 1 ou 2 mm. Alors c'est peut-être une légende urbaine qui a été inventée, si tu veux, par les anciens, si tu veux, de la ville. Mais aujourd'hui, quand tu vois la fragilité des immeubles, et là, alors hier, on m'a encore montré une photo d'un immeuble du côté de la Victoire, en fait, tu as carrément en haut de l'escalier la fissure qui te montre que ce bloc de béton, il peut à un moment donné se péter la gueule. Et les propriétaires, ils ne s'est pas empêché de demander 2 000 € aux colocataires qui sont dedans, en mode oui ou non, mais vous inquiétez pas, l'immeuble, il est sûr. Bon, tu as des outils, ça s'appelle le DALO à la préfecture. Tu as aussi la DIL qui est là pour éventuellement contrôler tout ça, mais InCité est extrêmement puissant et on a donné beaucoup trop d'importance à InCité à Bordeaux par rapport en fait à la gestion des immeubles. Est-ce que vous les avez interpellés, InCité? Moi, je vous avoue que je parle pas beaucoup parce que je suis atterrée déjà par la mort des 24 Catalpa. Je trouve ça, déjà, c'est des êtres vivants sensibles. Et encore, on ne cite que les catalpas parce qu'il y avait des buissons. Il y avait des buissons, donc plus tout, les insectes qui sont sans abri aujourd'hui, qui sont sans habitat, qui ont été violemment chassés de chez eux, les oiseaux aussi, enfin, etc. Et voilà, et de dire encore, on va replanter pour que dans 30 ans, ça refasse pareil, mais avec les sécheresses, ça ne va jamais pousser. Tout à fait. Alors je vais, avant de répondre à cette question-là, je vais enrichir l'argument d'Alban et répondre à la question de est-ce que InCité a menacé ou autre la municipalité. Il y a un point important, je pense qu'il faut creuser là-dessus, c'est que ce parking était gratuit. Aujourd'hui, il va devenir payant pour les habitants. Oui, j'ai vu ça. Oui, c'est pas Fort de Café, ça. Il réhabilite et ça devient payant. Il va devenir payant théoriquement à hauteur de 17 € par mois, mais 17 € par mois sur certains quartiers, ça peut être pas grand-chose. Au Grand Parc, il faut savoir que 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc 17 €, ça reste compliqué, en sachant qu'en plus, c'est des bâtiments qui ne sont pas réhabilités chez InCité, c'est des grippins, etc. Donc ils n'ont pas mis de dépenses là-dessus. Les 3/4 des bâtiments, je vous invite à venir faire le tour avec moi de chez InCité, ne sont même pas aux normes pour les handicapés et les personnes âgées, parce que dès le début, vous arrivez, vous avez des escaliers pour accéder à l'ascenseur. Donc moi, je me suis vu, j'y ai habité dans ces bâtiments, porter des personnes lorsque l'ambulance ne venait pas ou autre pour que les personnes âgées puissent descendre. Ça, c'est un point. Et il ne faut pas oublier que l'adjoint numéro 2 de Pierre Hormick et Stéphane Pfeiffer. Stéphane Pfeiffer, depuis mars 2021, est le président d'InCité. Alors, c'est peut-être pas de la menace, c'est peut-être autre chose qu'il faut aller chercher. Parking gratuit qui devient payant. C'est plutôt un intérêt, il y a un intérêt économique là-dedans pour la mairie quand même. Pour que ce soit un adjoint au maire qui soit président d'InCité, qui fait ce genre d'activité urbaine. Alors, il y a toujours eu des gens au conseil d'administration, quoi, même sous l'ancienne municipalité qui faisaient partie. Ça, c'est pas un souci. Là, on parle de présidence et on parle de décisions qui ont été prises le 6 juillet 2022, sur lesquelles la mairie aurait pu s'y opposer par l'intermédiaire de son président, en tout cas s'y opposer ou en tout cas essayer en interne de s'y opposer ou de voir les choses différemment, en sachant, comme je dis, c'est quand même l'adjoint numéro 2, ce n'est pas rien, Stéphane Pfeiffer, qui est président d'InCité là-dessus. Et on parle de parking gratuit qui devient payant. Ça amène une réflexion et un terme. C'est un truc anti-social justement pour les gens. Dans un quartier populaire. Alors, moi, ça me rappelle à la Benage, tu sais, dans les bâtiments en pierre où il y a, dans les bâtiments en pierre, ils ont rénové les parkings, ils sont devenus payants. Tout à fait, mais même en plus de l'antisocial, moi je me pose une question. Alors, il faut faire attention juridiquement, etc. Oui. Je pose simplement la question. Est-ce qu'on peut essayer de creuser la chose s'il n'y a pas un conflit d'intérêts dans ce sujet-là ?
Voilà, tout simplement. Ça, je pense que ça amène à creuser la situation. Comment une mairie écolo a été à l'inverse de ses promesses, à l'inverse de son raisonnement. Mais à l'inverse de ses convictions normalement naturelles, c'est-à-dire qu'elle est là pour sauver des arbres et pas pour les enlever. Et on parle de quelque chose de gratuit qui devient payant. C'est pas un arbre qui était en danger ou qui menaçait d'être tombé et qui est sur un rond-point, c'est 24 arbres quand même, c'est énorme. Ouais, mais à ce moment-là, on peut justement rejoindre Mehdi en ayant un gros point d'interrogation sur qui dirige la mairie en fait. Voilà, et donc je me pose cette question-là tout simplement, c'est pas une affirmation sur le terme juridique, je me pose une question, je demande que ça soit creusé, qu'on puisse regarder vraiment comment ça se passe, parce que là ça commence à être très inquiétant à ce niveau-là si ça doit se dérouler de la sorte. Alors ça c'est le premier point. C'est aussi important d'ajouter qu'à même pas 30 mètres de ce parking, on nous a, sous l'ancienne municipalité, imposer un parking sur 3 étages. Un parking qui appartient à Medpark, vous pouvez le voir, qui cache la visibilité de 6 étages ou 4 étages, entre 4 et 6 étages du Grand Parc. C'est vraiment, il n'y a même pas 30 mètres entre les fenêtres et ce parking-là. Ce parking est vide, parce qu'il faut savoir que ce parking-là, c'est 86 € par mois. Ils ont fait une petite ristourne pour les habitants qui va se terminer fin 2022. C'est-à-dire que les habitants ensuite devront payer, eux, en revanche, une cinquantaine ou 56 €. Il est vide. Et allez, ce parking de Borde Nord est vide. Moi, je m'interroge tout simplement. Si on avait enlevé les voitures épaves, plus d'une quinzaine qu'il y avait sur ce parking-là, parce qu'en fait, c'est même pas 20 places. Hein. On a coupé des arbres pour gagner 20 places et faire un parking payant. On enlevait ces épaves-là de plus 15 places. On faisait agir des collectifs, la municipalité, les habitants de quartier pour mettre une pression à Medpark et à Bordeaux Nord, qui a quand même un gros pouvoir sur ce parking-là, sur le fait de mettre le parking, pourquoi pas à 17 € tel que Incité voulait le mettre, mais pas à 50 et quelques euros aux habitants. On avait largement gagné les 20 places sans couper les arbres. J'anticipe, ils ont parlé de trajectoire, enfin un trajet d'accès aux pompiers. Oui, c'est ça, ils ont dit que c'était aussi pour réhabiliter le trajet des pompiers. Je vais pouvoir vous répondre à cette question, et je vais répondre en même temps à la question que vous m'avez posée, quand on m'a dit est-ce que Incité vous a répondu. La seule réponse que je lui ai dit Incité, c'est quand j'ai vu un monsieur qui, ça me paraissait étrange, est venu à côté de moi lorsque TV7 était là, il était avec son vélo, donc je connaissais les habitants, et il écoutait toute l'interview. Je me suis permis de l'interpeller, je dis votre visage m'est commun, hein. Et en fait c'était le responsable technique d'Incité. Je lui dis étant donné que vous en avez profité pour écouter mon interview et entendre nos arguments, il n'y a aucun souci, maintenant moi vous permettez que je discute avec vous. Et il m'a expliqué cet accès de pompiers, et je lui ai simplement démontré comment ils avaient fait au bâtiment A, qui se retrouve derrière, donc le bâtiment Altea, un passage d'accès pompier. Je dis pourquoi vous ne l'avez pas fait à cet endroit-là? Vous aviez un accès directement même sur Bordeaux Nord. Et il s'est retrouvé en fait à me dire oui mais bon c'est Aquitanis qui voulait pas, etc. Plus les pompiers. Je dis mais écoutez, en fait vous êtes simplement en train de nous dire parce que vous n'êtes pas tombé en accord sur cet accès-là qui était le plus simple et le plus facile. Vous justifiez que les pompiers ne voulaient pas faire préalablement le virage. Il n'y a aucun souci, je l'entends. Je vous ai donné une solution qui est recevable et vous me dites que parce que vous n'êtes pas en accord vous en interne, vous coupez 24 arbres. Voyez oui, c'est de la facilité en fait. Tu vois, ça me fait penser à un truc parce que j'ai longtemps... c'est terrible ça. C'est terrible de couper du vivant juste par fainéantise intellectuelle. Il y a râler pour râler, c'est-à-dire qu'il y a des partis politiques qui passent leur temps à brailler mais qui ne proposent pas. Il y a des habitants qui passent leur temps à brailler et qui ne proposent pas. La seule différence, c'est que moi j'ai pris le temps, en plus de brailler, de creuser, de réfléchir, à me mettre à leur place, à essayer de comprendre les difficultés qu'ils ont pu avoir. Et j'ai apporté des solutions parce que le terrain, je le connais par cœur sur le Grand Parc. J'y ai grandi. Je suis né aux Aubiers, mais je suis arrivé même pas à l'âge d'un an sur le Grand Parc. Et ce secteur, c'est le secteur, nous, qu'on appelle le quartier chat quand on était plus jeune. C'est où j'ai grandi. C'est vraiment mon secteur, là où ils sont en train de tout détruire. Donc, les solutions, si c'était simplement approcher à proximité des habitants ou même de moi-même, parce que c'est eux-mêmes qui veulent nous mettre dans une case opposant, au lieu de réfléchir et de se dire mais on a quelqu'un qui peut apporter des choses et moi je leur donne, il n'y a aucun souci, je leur donne toutes les clés possibles sur le quartier du moment que ça peut apporter quelque chose à nos habitants. Mais quand on veut travailler dans son coin et qu'on pense connaître des quartiers populaires en ne mettant strictement personne qui est issu des quartiers populaires, on amène à ça. On a le même problème avec les associations, nous, en tant qu'association de défense environnementale, c'est la même chose. On propose plein de solutions et d'actions, enfin des choses faciles à mettre en place, etc. Et on n'est jamais, c'est pareil, ils décident dans leur coin. Et ça les vexe même. Si vous proposez à l'inverse. J'en profite du micro de Wanted Radio pour lancer une invitation, une proposition, quitte à profiter de cette émission d'actualité et de débat. Pourquoi pas essayer au moins, en tout cas, elle nous empêche d'essayer, au moins d'inviter
des personnes concernées pour parler aussi de ce sujet-là. Bien sûr, il faut avoir tous les tu vois, j'ai longtemps travaillé dans le nettoyage et donc j'ai fait, je crois, les 3/4 des bâtiments qui sont dans cette ville, soit avec Aquitanis, Domo France, etc. Et tu vois, il y a un endroit qui justement me fait penser à ce qui est en train de se passer au Grand Parc. C'est le quartier de Terre Sud qui est en face de Vaclav-Havel, au niveau du lycée Verbegle là-bas. Et en fait, ils ont fait des immeubles, en fait, les premiers, parce que là, ça devient un truc de ouf au niveau du béton. Mais ils avaient fait des immeubles, ce qu'ils appelaient un éco-quartier, parce que l'éco, maintenant, tu le mets un peu à tous les mots. Ils ont fait une barre, en fait, qui est extrêmement longue, de plus de 50 mètres de long. Donc voilà, bon, pour faire le ménage, c'est un peu galère. Mais ils ont fait effectivement des parkings, en fait, payants. Alors il y en a un à 50 balles et l'autre à 90 balles en fait de chaque côté pour les habitants. Mais en fait, si tu veux, ils n'ont pas capté que en fait leur fausse mixité sociale qu'ils sont en train de nous vendre là, en mode oui, il y a quelqu'un qui aurait ça, quelqu'un qui est travailleur, quelqu'un qui est cadre, machin, puis qu'ils veulent mettre tout le monde dans le même panier en mode fausse mixité sociale, que celui qui est cadre, il va critiquer celui qui est au RSA et ainsi de suite. L'ascenseur social, on le connaît, la descente sociale des libéraux, on la connaît un petit peu. Et effectivement, le parking, le deuxième qu'il y a en face du lycée, j'invite personne à aller garer sa voiture là-dedans parce que même la grande échelle des pompiers n'arrive pas à faire le tour pour éventuellement éteindre un feu qui s'y foutrait à l'intérieur. D'accord. Et en fait, il m'avait dit une fois, il faisait des essais devant mes yeux, je les ai vus faire avec la grande échelle. Et la grande échelle, effectivement, en haut, elle passe pas, ils sont obligés de faire le tour. Donc si le feu se déclare au fond du parking, t'as tout qui crame. Et alors du coup, t'as 24 catalpas qui tombent encore fois. Tu as aussi des arbres au pied du pont Saint-Jean qui ont été coupés à Euratlantique pour faire un bâtiment. Et après, tu entends Madame la Première ministre dire on va débloquer 500 millions pour renaturer les villes. Mais si c'est dans 50 ans, ça sert à rien, quoi. Mais vous savez que vous avez donc pas il faut garder l'existant. Et tant qu'ils n'auront pas compris qu'il faut garder l'existant aujourd'hui et que c'est plus urgent que jamais, qu'un arbre qui tombe aujourd'hui, c'est la dégringolade, quoi. On accélère droit dans le mur, quoi. Mais il n'y a même pas besoin de chercher loin. Au moment où je suis en train de vous dénoncer les arbres coupés sur le parking Catalpa, il faut savoir que depuis mercredi, ce sont des arbres qui sont coupés devant le bâtiment L du Grand Parc. Je viens de diffuser là les premières vidéos là-dessus où des habitantes m'ont envoyé les arbres en train d'être coupés parce que Aquitanis, qui avait ce parking-là, a décidé de vendre l'espace à Bordeaux Nord, qui décide de s'agrandir et qui rase encore des arbres. Bon, là, on n'est pas sur 24, on est sur 3 pour le moment, mais c'est quand même 3. Il y a encore un massacre de 3 arbres sur le Grand Parc. C'est-à-dire qu'on continue de bétonner. Moi, je ne reconnais plus mon quartier. On construit et on bétonne. Donc, ça devient scandaleux. Et après, on nous annonce des chiffres, on a planté, etc. Donc, moi, je le dis, ça, c'est important parce que j'ai eu les pro-militantisme en MIC, on va planter 70 arbres, la chargée de communication d'Incité, on va planter des arbres à la même hauteur que des catalpas de 3 mètres. Mais parle-nous de la largeur de l'arbre, parce que ton arbre, s'il fait 3 mètres, mais vu que c'est un jeune arbre et qui est tout mince, il n'y a pas les points. Oui, après, il faut voir les arbres qui plantent. On les voit partout dans toutes les nouvelles résidences. C'est des cadres sur pattes. Ils sont tous grillés. On les arrose pas. Ils meurent tous. Donc, on l'a fait. Ça n'a rien à voir avec les catalpas qu'ils ont coupés. On a fait cet essai-là avec l'ancienne municipalité où déjà je m'étais offusqué à l'époque auprès d'Anne-Marie Casalet. Ils avaient coupé 2 arbres qui s'avéraient malades. Ça, je le confirme. Donc, ils ont planté ce type d'arbres. Vous les voyez aujourd'hui. Ça doit faire 7-8 ans. Ils sont tout minces, ils n'ont pas grandi et il y en a qui sont morts, c'est-à-dire qu'ils sont cramés, les feuilles sont cramées. Ils ont des toutes petites feuilles, ils ne peuvent pas pousser et tout ça, ils ne sont pas alimentés par l'eau, etc. Alors, il faut savoir qu'un arbre, à peu près, là j'ai calculé sur les 70 arbres, ça va être 42 000 litres d'eau par mois. Certes, c'est peut-être pas 42 000 litres d'eau qu'on va arroser à ce niveau-là, il va y avoir la pluie, etc. Mais sur des périodes de plus en plus de sécheresse, il faut se projeter à plus de 30 ans également. Non, dans les 3 ans, ils sont obligés de les arroser tous les 15 jours. C'est bien qu'on ait une association. Ils sont obligés de les arroser tous les 15 jours. Qui peuvent me confirmer. Parce que le temps qu'ils fassent leur système racinaire pour qu'ils trouvent eux-mêmes leur eau. D'ailleurs, si elle existe toujours, parce que ils sont obligés de les arroser au moins tous les 15 jours. C'est facile. 200 et 300 litres d'eau par arbre tous les 15 jours parce qu'il faut aller chercher les racines à 70 cm sous le sol, parce que c'est les racines surtout qu'il faut aller toucher quand ce sont des jeunes arbres. Si je me trompe pas, oui, c'est ça. Il faut que leur système racinaire pousse pour qu'ils puissent eux-mêmes aller trouver l'eau et s'alimenter de manière autonome. Vous imaginez où on en est là, c'est-à-dire donc il faut les arroser le temps qu'ils y arrivent pas, quoi. Mais à nos âges,
qu'on est à peu près dans les mêmes âges avec Mehdi, on n'est pas sûr de voir les arbres pousser. Non, mais pas du tout, En hypothétique sur l'avenir là. Tous les arbres plantés aujourd'hui, ils sont pas sûrs de pousser. Et 2, s'ils poussent, ils peuvent être extrêmement malades parce que les arbres aujourd'hui qui poussent ont des maladies bizarres que personne ne sait pourquoi ça arrive, etc. Il y a de plus en plus d'insectes et de maladies pathogènes parce qu'il y a de moins en moins de prédateurs puisque la biodiversité est aussi tuée parce qu'il n'y a plus d'arbres, donc elle se barre ailleurs. Donc il n'y a plus les prédateurs donc ils sont de plus en plus malades, de plus en plus jeunes aussi. Et donc du coup, vous n'êtes même pas sûr d'avoir des arbres dans 30 ans. Mais ça, c'est sûr. Mais elle a entièrement raison parce que je vais faire un post prochainement sur ces fameux arbres qui ont 7-8 ans qu'on nous a plantés. Vous allez voir de quel état ils sont. Et c'est là où je vais être cru, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage, c'est-à-dire que quand on n'a pas une culture vraiment écolo, mais pas écolo, la carte Europe Écologie Les Verts, parce qu'aujourd'hui c'est moi qui suis obligé de leur expliquer comment essayer de rendre un arbre adulte. Alors ça m'inquiète un peu quand même, mais ça m'étonne pas moi. Voilà, mais lorsqu'on a un peu une fibre écologique, on le comprend beaucoup mieux, mais majoritairement les gens sont en train de prendre conscience, mais ils n'ont pas encore cette culture de savoir comment un arbre grandit, etc. On leur dit on en coupe 24, on vous en rajoute 70. Donc en fait, on est en train d'enfumer les gens parce que tu as une petite minorité qui va se dire mais non, mais on va y gagner pour le CO2, on va y gagner également pour les baisses de température. Mais ils n'ont pas des experts en vert, justement, en écolo, justement, Non, tu vois, pour en avoir fréquenté quelques-uns. Alors Pierre Urmic, si tu veux, j'ai l'impression que cette mairie, en fait, elle avance toute seule avec des conflits internes entre les Verts, PS, PC et compagnie là. Ils peuvent pas se blairer. Déjà dans la mairie, ils peuvent pas se blairer. Il y avait quand même une rumeur. Quand je vois déjà, excuse-moi, avec la mairie de quartier de Codéran où il se bourre il se tire dessus entre adjoints là-dessus. Tu sais que tu avais quand même la rumeur pendant un temps que c'était la préfecture qui allait subordonner en fait à la mairie parce que justement il y avait des ingérences à la mairie de Bordeaux. On en était presque à des propos comme ça en fait par des gens qui étaient à la préfecture qui étaient venus me voir parce que j'ai un peu fait de politique à Bordeaux, qui me disent putain mais en fait là on est dans la merde, on sait pas qui va gérer ni comment ni quoi en fait. Donc pour l'instant chacun fait comme il veut et comme il a envie en fonction de son étiquette politique. Mais vous savez, c'est pas qu'à Bordeaux. Non, mais c'est à Grenoble. Dès que tu allais vers quelque part, il y a une embrouille. Le président du conseil d'administration d'Euratlantique, c'est monsieur Clément Rossignol-Pouèche, maire écolo de Bègle, et que le premier vice-président, c'est Pierre Urmic. Il y a de quoi, tu vois, faire des. À l'époque, Gironde Habitat, c'était. Qui se hérissent quand même. À l'époque, Gironde Habitat, c'était géré par Martine Jardinet, qui était au PC. Qui est au PS aujourd'hui, mais toujours, je dirais, elle est toujours chez Gironde Habitat. C'est tous les politiciens là qu'on cite, en fait, ils sont chez les bailleurs sociaux. Ils se remplissent les poches avec ça, en fait. Et pour faire un peu une parenthèse par rapport aux arbres, moi j'ai envie de te poser la question, mais parle-nous un peu du Grand Parc, tout simplement. Le Grand Parc d'avant ou celui d'aujourd'hui? Les deux. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis né sur les Aubiers, mais à l'âge de 1 an, je suis très vite arrivé sur le Grand Parc. Donc c'est un quartier où j'ai été scolarisé, après moi j'ai été jusqu'en école de commerce, mais où j'ai passé mon bac au lycée Condorcet. Ma fille est encore scolarisée, je suis lui parent d'élèves, j'ai une association depuis plus de 12 ans que j'ai créée et fondée là-dessus, donc je connais le Grand Parc par cœur. Que ce soit tant ses habitants, des plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Ça c'est important parce qu'on essaie de nous cataloguer jeunes, etc. Non, vous pouvez faire un tour avec moi et vous pourrez vous en rendre compte. Donc c'était un quartier qui, contrairement à d'autres quartiers, on ne souffrait pas du fait de vivre les uns sur les autres, etc. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y avait une découpe en 4. Tu vois, tu as le quartier des Chats, le quartier ON, on parlait de secteur P et HI. Et c'est-à-dire que même parmi là, à part quand on se retrouvait ensemble au collège, tu avais à l'école primaire, etc., une bande de ce secteur-là, une bande de ce secteur-là, là, parce que le quartier était grand et aéré. Donc on n'était pas tous concentrés comme tu peux avoir sur d'autres quartiers populaires, aux Aubiers ou quoi, où c'est tellement collé que tout le monde grandit ensemble. Donc il y avait... on avait de la nature, on jetait nos anoraks, on faisait des parties de foot dans l'herbe. En fait, toutes ces choses n'existent plus parce qu'aujourd'hui, on a même fait des parkings provisoires sur lesquels on a bétonné nos espaces de gazon où on joue au foot pour foutre des bagnoles n'importe comment. En plus, c'est vraiment, on a mis du béton, il n'y a même pas de place. Mais c'est pour dire, garez-vous là. Donc, moi, je me rappelle de ce grand parc-là où tu vois, c'était hyper espacé partout. On souffrait pas. C'était presque l'idéal. Mais vous allez aussi souffrir alors à ce moment-là d'inondation parce que qui dit moins d'espace pleine terre, qui dit il va y avoir de l'eau en trop, quoi. Elle va pas pouvoir s'évacuer avec les prévisions d'événements climatiques intenses, des pluies torrentielles qui tombent tout d'un seul coup.
achetez-vous des... Moi, j'ai investi dans une gondole, hein, dans un bateau, je vous le dis, pour cet hiver. Faites-le tous à Bordeaux, hein, parce qu'on va aller trop sous l'eau. Hein. Nos grands-parents, je me rappelle, ma grand-mère, toujours avec les anciens, posaient leurs chaises sous les arbres. Mais c'était convivial, tu avais les oiseaux, tu avais des papillons, tu avais des vers de terre, tu avais vraiment la nature qui était là. Et aujourd'hui, c'est un autre sujet sur lequel je vais pointer mon nez la semaine prochaine, c'est qu'on te dit oui, on a végétalisé sur le Grand Parc, on a fait ça. Alors, je vais t'expliquer ce qu'ils ont fait. Alors leur pseudo jardin partagé sur lequel ils veulent nourrir 15 000 personnes, t'as 3 pieds de tomates, 1 pied de courgette, c'est ridicule. Je te le dis, il fallait le faire, c'est bien, mais on pouvait le faire autrement et pas... Moi, ce que je voulais, c'est qu'on débétonne et qu'on fasse un jardin partagé. Non pas qu'on fasse un jardin partagé en coupant entièrement où il y avait déjà de la végétation et des espaces verts. Tout le reste, on t'a mis des buissons, tu vois, plein de petits buissons, etc. Sur des espaces qui étaient à l'époque, pareil, du gazon et autres. Mais on t'a mis des clôtures autour. Donc, attention, où ils sont vicieux, c'est qu'il y a la végétalisation telle qu'ils vont le dire, de tant d'hectares. Moi, ce que je veux voir et calculer, c'est la végétalisation exploitable. C'est-à-dire où il n'y a pas des clôtures tout autour, où nos enfants ne peuvent pas aller, où nous-mêmes on ne peut pas aller. Ils vont vous dire, ouais, mais c'est peut-être parce que c'est des jeunes pousses, on veut les faire grandir. Prenez l'école de ma fille, ça fait 3 ans, enfin, depuis qu'ils sont au pouvoir, 2 ans et demi, que les buissons, etc. sont en âge. On me fout des copeaux de bois partout, parce qu'aujourd'hui c'est ça, c'est même pas du gazon, c'est du copeau de bois qu'on te fout partout, et des clôtures qui sont même extrêmement dangereuses pour les enfants, et qui sont autour. C'est-à-dire que nos enfants aujourd'hui constatent la végétation, enfin ils la regardent comme une carte postale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la découvrir, on ne peut pas s'allonger parce qu'il y a des clôtures. Ça, par contre, c'est vrai qu'ils mettent des clôtures et du paillage pour retenir l'eau et l'humidité du sol tant que les plantes sont un peu fragiles et que non, mais j'ai pas l'impression que leur empaillage, tu vois, soit après, vachement... et ils mettent aussi des petites clôtures parce que moi j'ai l'habitude de parler à ceux qui s'occupent des arbres et c'est des gens quand même qui ont vraiment le service, qui ont vraiment l'amour des arbres et s'ils mettent des petites clôtures, c'est vrai qu'il y en a des fois c'est vraiment pour protéger l'arbre le temps qu'il fasse la racine et tout ça, et le paillage aussi c'est nécessaire. Après, et pour des buissons, 3 ans sur des buissons? Ah non, en 3 ans non. Voilà. Non, il faut au moins 2 ans, allez, 2 ans facile, mais voilà. 3 ans. Donc, je vais vous filmer vraiment les points, etc. Vous allez voir. Donc en fait, c'est même plus exploitable, c'est-à-dire qu'on nous a coupé des parties. À la limite, Kifazol, je vous dis, il s'était vanté, je vais débétonner, je vais végétaliser. On avait des points de béton sur le Grand Parc, mais il fallait débétonner. Et faire cela, et non pas nous enlever nos espaces verts qu'on avait préalablement pour mettre tes clôtures. C'est ridicule. En fait, tu es en train de nous couper tout. Ils nous coupent tous les espaces verts. Et ça construit. Et on est encore en train de construire. Et on continue encore. Il va encore. Même ce qu'ils vont faire, le nouveau centre commercial, ils vont construire encore des immeubles par-dessus. On va continuer. Au-dessus du Auchan, là? Oui. Il y a des. Au-dessus du Auchan, il va y avoir des logements. Oui. Sur quelques étages, comme ils ont fait sur le secteur où il y a, tu sais, Yo-Yo Club, Yo-Yo Vidéo, etc. Le côté Émile Counor, mais du Grand Parc, là. Il y a des habitations. Mais ils vous mettent pas aussi des jolies photos avec plein de nature pour vous montrer la fin du projet? Vous voyez le projet terminé avec des arbres, de la nature. Non, ça ils le mettent au conseil de quartier quand c'est tout joli. Des gens qui pique-niquent sur l'herbe et tout ça, tu sais, un peu des jolies photos tout bien lisses et toutes publicitaires. Mais, tu vois, moi je me rappelle d'un événement, tu vois, quand j'étais dans la remise en état des apparts et tout ça, en fait, on nous fait intervenir sur le Grand Parc, en fait, dans ce qui devait devenir ou ce qui est devenu peut-être une maison de retraite. Et en fait, si tu veux, tu avais l'un des gardiens, parce que les gardiens sont pas très futus suivant lesquels il peut y avoir sur le terrain, qui me dit ouais, de toute façon, c'est des jeunes, ils ont craqué les instincteurs, machin, nani, c'est un grand bordel. Et là, en fait, si tu veux, je me suis posé 5 minutes et j'arrive, je lui fais mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il y a combien de personnes âgées là dans les vieux bâtiments tout pourris que tu as autour là en béton des années 70 qui vont pas avoir accès à ta maison de retraite là, qui mériteraient à un moment donné d'être même propriétaires tellement ils ont payé des loyers toute leur vie? Et pourquoi tu les fais pas venir là, tes retraités? Les enfants, justement, de ces personnes âgées seraient heureux, et les petits-enfants, de voir leurs grands-parents dans une structure qui est propre, qui est saine, avec des médecins à disposition, des infirmières et de la bouffe tous les jours, en fait. Et là, il m'a regardé, il me fait, mais tu t'es qui, toi? Je fais, mais je sais pas, quelqu'un de logique, en fait. T'as vécu quasiment 40 ans de ta vie dans un quartier, parce que nos quartiers populaires, on les aime, on n'a pas envie d'en sortir. Et tu fais pas l'effort pour tes anciens, quoi. Mais il y a aussi un problème, c'est qu'ils font les projets sur concours, donc ils vont chercher des architectes qui ne connaissent rien au territoire et qui viennent de l'extérieur. C'est pour ça qu'on a des personnes comme de Mehdi, pays étrangers, ils viennent de Paris, et après ils se concertent pas. Nous, on a eu, je reprends ma casquette des arbres citoyens Bordeaux Métropole.
On a eu quelques réunions avec Euratlantique et quand on leur dit mais est-ce que vous êtes mis en concertation avec ceux qui vont gérer les petits parcs que vous faites, les jardins minéraux que vous faites pour leur demander si les arbres que vous plantez c'est bien, etc. Non. Ben non, ils restent cloisonnés dans leur truc, après ils s'en vont. C'est un peu comme les sauterelles, tu sais, qui mangent les champs. Ils viennent et ils s'en vont, et puis après, ce qui nous, on va gérer en tant qu'usagers, parce que ça va embêter tout le monde, hein, c'est pas ceux que du quartier, hein. Ouais. Ça va rayonner sur tout Bordeaux Métropole, et bien on s'en fout, on n'y sera plus, nous on sera partis, on aura fait un autre projet ailleurs, destructeur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. De toute façon, on nous aura poussé à l'extérieur. Il faudrait les obliger. Moi, je dis, il faut obliger ces gens à habiter sur place. Ben, ça serait bien, moi, quand je voyais une Véronique Serral... Il ferait un truc qui leur convienne. Qui prenait des photos. Oh, qu'est-ce que c'est beau, le Grand Parc. On va parler un peu du secteur où tu arrives, de la haute bourgeoisie. Tu fais une photo, c'est bien le Grand Parc, mais en fait, on t'y voit pas. Donc tu craches en fait sur les habitants, tu les connais pas. Et en plus, ceux que tu peux connaître ou si tu peux essayer de changer avec eux, comme moi, un représentant associatif, tu les méprises. Donc, vous voyez cette hypocrisie. T'as l'impression que c'est un zoo. Tu sais, t'as des gens qui rentrent dans un zoo. Le bâtiment H. Oh, qu'est-ce que c'est joli le Grand Parc. Mais nous, on passe pas devant chez toi où on prend des photos en train de dire qu'est-ce que j'ai joli. Non, mais vous voyez ce côté où on se fout réellement de nous. Donc, alors. Mon but, on va reparler sur mon engagement, en fait, c'est d'éveiller les consciences aujourd'hui. C'est d'éveiller les consciences parce que des gens dans nos quartiers populaires pensaient jusqu'à présent qu'on ne pouvait pas agir, pensaient que de toute façon on n'est pas le pouvoir d'eux parce qu'on n'est pas écouté et qu'on est issu du bas peuple au regard des gens, donc on n'est pas issu du bas peuple, là, je tiens à le mentionner. Donc j'essaie de faire comprendre les gens, vous voyez, et là c'est bien, j'ai réussi à faire venir les médias, ils se sont rendus compte que non, on pouvait agir, que quelqu'un du quartier pouvait leur amener les médias comme les acteurs politiques ou les élus, etc. Moi j'ai plein de jeunes qui se sont bougés, etc., dans lesquels j'ai réussi à faire inscrire sur les listes électorales, etc. Je le sais que c'est un travail de longue haleine qui va demander beaucoup d'années, etc. Sinon j'aurais accepté toutes leurs propositions depuis bien longtemps, tous les partis réunis. Mais je pense qu'on va réussir à quelque chose. C'est sûr que ça me prend du temps. Je suis bénévole, que ce soit associativement ou autre, depuis plus de 12 ans. Ça coûte sur ma vie de famille. Mais si je peux laisser ça et faire en sorte que peut-être la génération derrière moi va pouvoir récolter ce que j'ai semé et va pouvoir un peu faire réagir, c'est important. Et là, je suis content, j'ai les personnes âgées et les jeunes qui sont ensemble, parce que jusqu'à présent, on essaie de diviser les personnes âgées et les jeunes. Oui, c'est ça. Et oui, mais ça, je vous le dis très clairement, je vous dis à radio, ça sera fini. Et ça fait 1 an, j'ai laissé 1 an en fait pour qu'ils s'installent. J'ai laissé 1 an l'année dernière où j'ai fait une intervention même sur un conseil de quartier où j'ai envoyé de nombreux mails. J'agis même, vous voyez, avec les régimes alimentaires ou quoi, mais j'ai aussi à le faire changer parce que Mona Schmitt a écouté et elle, je peux dire honnêtement qu'elle m'a répondu et écouté sur d'autres problèmes, mais il y en a d'autres qui n'écoutent pas. Donc je leur ai expliqué, maintenant, je le dis honnêtement, on ne va pas lâcher. Et ce qui s'est passé là, je leur ai donné le premier avertissement. Ce n'est rien. Et attendez le conseil de quartier. Je l'attends avec impatience. Je regardais, il n'y a toujours pas les dates. Attendez. Vous verrez si les personnes âgées et les jeunes ne seront pas ensemble au conseil de quartier. On ne va plus nous diviser. On ne va plus nous manipuler. Et en plus, l'OMS, elle le répète. Et elle le répète encore plus aujourd'hui avec les sécheresses, les feux qu'il y a eu. Il y a besoin de nature. Il y a besoin d'un certain quota de nature. Je crois que c'est 12 mètres carrés par personne. On n'y est pas, nous, ici. La nature, ça veut dire des arbres sauvages, de la pleine terre et des choses comme ça. Ici, à Bordeaux, on est loin. Enfin, à Bordeaux Métropole, hein, parce que dans les autres villes proches, c'est pareil. La pression est telle que... Voilà. Et après, on vous dit la campagne 1 million d'arbres. Mais je veux dire, si vous enlevez 1 million d'arbres aussi, la campagne, c'est 0 à la fin, quoi. Je veux dire, 1 moins 1, ça fait toujours 0, quoi. Donc le résultat, il est nul, hein. On n'avance pas, on est en train de reculer. Moi, ça, puis avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle où on se parle encore avec les incendies de forêt, on recule beaucoup plus vite malheureusement. Et ce sont les mêmes qui pleurent pour les incendies de forêt mais qui massacrent nos arbres. Vous voyez le point le plus vicieux ? Ah oui, c'est vrai. Donc on est sur une écologie de forme, sur une politique de forme et non pas de fond. On se moque de nous, c'est simplement de l'image. C'est un délit de sale gueule d'arbre. Mais une fois que tu as compris ça, l'acteur politique, ce qui peut le plus le toucher, c'est son image. C'est son image politique. Sa morale, ses valeurs, ils sont fous. Ses objectifs, il peut le changer. On en voit combien qui changent de parti en parti, voire même ils vont d'un extrême à l'autre. On les connaît. Donc moi maintenant que j'ai compris leur fonctionnement, en sorte,
eh bien on va aller sur leur image et on va attaquer leur image et de plus en plus. Et on a beaucoup de dossiers sur beaucoup d'acteurs ou d'élus actuellement qui se foutent de nous. Attendez, vous allez attendre. Attendez, j'attends moi le mois de décembre sur le sapin de Noël, etc. Et vous allez halluciner ce que je vous mettrai en avant au mois de décembre sur ce fameux sapin de Noël et ce que la municipalité a fait l'année dernière, sur lequel personne n'a communiqué dessus. Vous verrez, j'attends décembre. Je vous communiquerai là-dessus et vous verrez que ça fera encore plus de bruit que ce qu'il y a eu là. On se fout de nous. Oui, mais ce qui est dommage, tu vois, moi ce que je regrette, c'est que peut-être que dans cette mairie, il y a des gens vraiment de bonne foi écologistes. Il y en a. Voilà. Et du coup, le fait que se passe tout ça, dans la prochaine mandature, s'il y a des gens sincèrement écologistes et qui vont se représenter, les Bordelais n'y croiront plus. Mais est-ce que ces gens-là n'auront pas mérité qu'on ne croit plus en eux parce que ce sont peut-être tout simplement des opportunistes du fait qu'ils ne se sont pas affirmés et n'ont pas pris la parole. Mais sûrement. Mais c'est dommage, quoi. Tu vois, c'est comme si un jour on avait à la présidence une femme et que la femme qu'on avait, elle se comportait aussi mal qu'un mec. Et du coup, les gens perdraient confiance. Je vais te donner ça devait être quelque chose d'exemplaire. Ils ont dû être, donner l'exemple, quoi. Je vais te donner un exemple sur la polémique Rousseau par rapport à l'histoire du barbecue, comme quoi ça rend, on est viriliste nous les hommes quand on fait un barbecue avec une entrecôte. Mais attends, mais vous les sortez, elle nous la sort douce de conneries. Et à côté de ça, elle va rendre hommage à la reine d'Angleterre par rapport au décès de la reine d'Angleterre. Tu m'expliques? Mais je comprends pas. Est-ce que c'est féministe de rendre hommage à la reine d'Angleterre? Non, mais en fait, en tant que personne qui se dit d'extrême gauche et ancrée à gauche socialement, tu vas aller soutenir en fait le décès d'une personne qui a été une monarque et qui a massacré en fait le peuple anglais et les peuples qui ont été colonisés par les Anglais. Oui, tout à fait. Et derrière, tu vas dire, les mecs, ils sont devenus virilistes parce qu'on fait des barbecues. Moi, je pose une question à ceux qui se représentent être d'Europe Écologie Vert. Est-ce qu'on se sent plus viril en faisant cuire une entrecôte ou en massacrant un arbre? Tout simplement, à la François. Pas faux. J'ai aussi une question par rapport à... Vous en avez des questions. Maintenant, il va falloir attendre les réponses. J'espère qu'on les aura, parce qu'elles sont intéressantes. Mais aussi, la question, c'est est-ce que l'équipe municipale était vraiment prête à être à la tête de la mairie en 2020? Non, moi je vais te répondre parce que je connais des élus avec qui on a discuté, ils ont été surpris. Non, ils ont été surpris. Non, tu prends Bernard Blanc issu de quand on a placé sur le Grand Parc, il s'y attendait pas du tout. Mais limite, je le plains. Parce qu'on l'a foutu là, il voulait pas être là. Je te le dis très, très, très clairement. Mais c'est pas après, le même Bernard Blanc du service de l'urbanisme. Non, il y en a deux. Il y a Bernard Blanc et Bernard Louis Blanc. D'accord. C'est ça aussi que je me suis demandé. C'est que est-ce que vraiment l'équipe municipale s'y attendait d'arriver là? Tu prends Vincent Morin, par exemple. Vincent Morin, ce qu'il voulait, c'était la place de Madame Schmitt. Lui, il voulait l'éducation et tout. Bon, ce qui est compréhensible, sachant qu'il était directeur de son établissement scolaire. Donc déjà, il pensait pas être élu. Et de deux, on les a foutus à des places parce qu'il fallait boucher des trous. Donc je te le dis très clairement. Donc c'est pour ça, si vous les invitez en débat, moi avec grand plaisir je viens. Ça fait très longtemps que je demande des débats. Alors, tout le monde me fuit. C'est sûr que c'est plus facile de faire des débats, je vais te le dire honnêtement, et là j'en profite qu'on soit à l'antenne, parce que les fameux Philippe Poutou qui habite derrière notre quartier populaire, qu'on l'a jamais vu, même pas faire des courses à Auchan ou à Saint-Ply parce qu'il a peur de traverser la rue et qui sait qu'il n'est pas apprécié, est-ce qu'il est venu pour nos arbres aujourd'hui? Le grand mec de la révolte. La seule actu qu'il a fait ces derniers jours, c'est qu'il a été embauché chez le distributeur de cinéma là. Je sais plus quoi, Poutou était engagé là, comme salarié. Et ensuite, je vais en profiter avant que ça se termine parce qu'il y a la partie sociale et économique pour nos quartiers. Et j'en ai parlé au conseil de quartier, vous verrez la réponse que j'ai eue, où il y a de l'embauche. Et je vais vous montrer comment on peut faire de l'embauche et baisser l'insécurité dans nos quartiers populaires qui fait tant peur alors qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. On l'a pas vu, Philippe Poutou, je le vois pas au conseil de quartier. Mais les Républicains, c'est pareil, ce fameux Pierre de Gaëtan. Grande cause des quartiers populaires parce que soi-disant il a été maire adjoint, etc. de Bacalan. Il est où? Parce que moi je les ai tous tagués pour nos... On les a pas vus. On va essayer en tout cas avec Alban, on va voir pour se faire au moins mais en fait de toute façon tous ces gens là moi je les connais un petit peu, je les ai côtoyés, pas la droite parce qu'ils ont jamais été mes potes et s'ils me voient ils me cassent la gueule. Moi je ne les connais pas. Mais Vincent Morin, tout ça c'est des personnes que je connais et si on veut jouer au dossier on peut faire 15 émissions comme ça dessus, on va jouer tous les deux tu vois, parce que moi aussi j'en ai et effectivement Poutou si tu veux c'est quand même le gars qui aujourd'hui a foutu au placard en fait Myriam Ecker, tu vois. Alors Myriam Ecker, elle est ce
qu'elle est sur le plan politique, mais c'est quand même une battante. Il fout quand même cette personne au placard avec des activités qu'ils ont fait dans Bordeaux en lutte et sur la France Insoumise, où tu as plus des fois l'impression sur le coin Gironde en fait, que tu as l'impression d'avoir affaire au RN plutôt qu'à un parti qui se dit théoriquement de gauche et qui soutient les peuples, hein, avec des gens qui vont faire du favoritisme en fonction de telle ou telle association et qui derrière par contre vont te dire ah oui mais lui il fait autrement, on va pas l'aider, lui non. Lui, on le laisse de côté. Et tu vois, c'est comme pour l'histoire du local par rapport au club de foot. Ils ont supprimé le local de club de foot de Mehdi parce qu'il a voulu à un moment donné s'engager pour son quartier. Ils l'ont pas supprimé parce que... Mieux que ça. Je vais essayer de faire juste sur le parti social. J'ai pris la parole au conseil de quartier. Ça fait plus de 8 ans, 10 ans que notre quartier est en réhabilitation. Comment vous justifiez que mes jeunes et moins jeunes, issus des quartiers populaires, qui travaillent dans le BTP, certains vont faire des chantiers jusqu'à Marmande et dans le Médoc, alors qu'au pied de leur immeuble, tout simplement, leur quartier est en réhabilitation. Pourquoi on n'a pas embauché un pourcentage de jeunes? Je ne demande pas qu'on favorise les nôtres, hein, mais de jeunes ou de moins jeunes, comme j'ai dit, mais qui a compétences équivalentes, oui, à soit embauchés. Mais bien sûr. Alors on se plaint que les jeunes restent dehors, etc. Si tu embauches demain à 7h, 8h du matin, à 23h, minuit, tu n'es pas en bas de ton immeuble. Hein. Tu vas te coucher tôt et le BTP, ça te fatigue. Tu vas baisser ces fameux 60% qui sont sous le seuil de pauvreté. Économiquement, parce que ça fait quand même 10 ans, il va encore avoir 5 ans au minimum de travaux sur le Grand Parc, donc 15 ans. Donc tu vas augmenter le pouvoir d'achat des habitants de notre quartier. Et tu vas faire baisser aussi les transports, donc la pollution. Et point de vue écologique, tu vas faire baisser la pollution. Je reviens là-dessus, la dégradation des biens. Quand tu as construit toi-même le bien, tu ne souhaites pas qu'il soit dégradé. Exactement, tu sais le travail que tu as fourni dessus. Et nous, dans un quartier, c'est comme ça. Si tu ne respectes pas devant, nous, on va te dire direct, enlève tes mains, sors de là, etc. Donc lui, il va voir son collègue qui va peut-être faire une bêtise qu'il n'y a pas, parce qu'il n'a pas été embauché ou parce qu'il ne sait pas ce que c'est de travailler, enfin de travail, je veux dire, de ce que ça a fourni cette tâche-là pour construire ce bâtiment ou peu importe. Ça évite ça, même pour les bailleurs sociaux, etc. La réponse qu'on m'a donnée, c'était en novembre ou décembre l'année dernière. Ah, monsieur Saboulard, comment s'appelle territoire zéro chômeur? Territoire zéro chômeur, c'est attention, c'est quelque chose pareil, c'est un microcosme. Hein. C'est des emplois qui sont portés sur l'écologie. Hein. Donc, et là-dessus, on m'a dit attendez printemps. Le printemps, on va arriver à l'automne là. J'ai toujours autant de chômage, voire plus, et j'ai personne qui a été embauché. Fallait demander l'année de quel printemps. Attendez, de quelle année? Oui, voilà, j'attends le prochain conseil. Mais vous voyez là, au point de vue social, c'est-à-dire qu'on peut insérer des gens, et en plus, ils prenaient aucun risque. Hein. Moi, je faisais signer un contrat, une charte de partenariat entre le bailleur ou alors la société de BTP et nous-mêmes. Je me chargeais de trouver, et tout ça bénévolement, hein, bien sûr, hein, de chercher les jeunes et moins jeunes qui ont les compétences d'eux, et je sais qu'ils ne lâcheront pas leur mission là-dessus. Dessus, j'aime bien mettre toujours un challenge. Si je dois en envoyer 10, je vais envoyer 9 dont je suis sûr. Et un, j'espère, sur lequel on a des doutes, mais j'espère qu'il va être tiré par les 9 autres. Donc j'aurais réussi à créer quelque chose avec ce jeune-là. Et si ça avait été un échec, ils pouvaient se régaler en plus sur mon compte en disant « Voyez, c'est de la faute de Mehdi Saboulard, c'est jeune, ou c'est moins jeune, etc. » Et personne a rebondi dessus. Mairie, qui se dit de gauche, Parti Socialiste, parce que je m'étais adressé à un maire Parti Socialiste, et Véronique Serra. La seule chose qu'ils ont voulu, c'est essayer de me tirer le micro. J'aurais dit très clairement que personne ne touchait le micro tant que j'avais pas fini. Donc là-dessus, alors les Verts, tu m'as parlé d'extrême gauche, mais les Verts, pourquoi ils seraient de gauche? L'écologie, ça appartient à tout le monde. Un mec de droite, il peut être écolo, un mec de gauche, il peut être écolo. L'écologie, pour moi, ce ne sont pas des gens de gauche. Ils essaient de défendre une idéologie. Les Europe Écologie vers une idéologie, on en pense qu'on veut, en plus ça peut être parfois dangereux, hein, l'extrême, etc., que ce soit dans les différents secteurs, attention aux extrêmes, moi je me méfie toujours un peu. L'écologie, ça appartient à tout le monde. Moi je suis sensible à l'écologie. Il n'y a pas que des extrêmes en politique, hein, dans tous les domaines il y a aussi des extrêmes. C'est ce que j'ai dit, dans plusieurs secteurs, attention aux extrêmes, moi c'est des choses que j'ai toujours des difficultés, que ce soit, je le dis, dans la religion, dans l'économie, dans la politique, il faut toujours faire attention. Donc, pour moi, ce ne sont pas forcément des gens de gauche, ils vont où le vent les mène, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des points qu'il faut soulever sur le social, sur l'écologie, qu'il n'y a pas que dans nos quartiers populaires, hein, que ce soit même, on peut aller sur d'autres secteurs également. Hein, mais ça me rappelle ce que tu dis là par rapport aux jeunes, à une manifestation qui avait eu lieu à Marseille en fait, où des jeunes, justement, on voyait des immeubles se construire devant chez eux, ils avaient manifesté pour avoir du travail. Mais moi je vais te dire autre chose, ça fait plus de 9 mois, c'est moi pour le moment qui maintiens mes jeunes, ça va quand même de 20 à 30 ans, hein, sur lequel ils voulaient bloquer les chantiers. Parce que ça a été fait dans d'autres quartiers que je ne citerai pas, sur lesquels ils ont réhabilité. Ils sont venus là, ils n'ont pas voulu leur donner de l'emploi. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont bloqué le chantier, ils ont fait venir le chef de chantier, ils ont dit écoutez, nous, si vous voulez pas avoir de soucis quand vous allez venir, vous faites de l'embauche. Mais qu'est-ce que ça a amené de raisonner comme ça? C'est-à-dire que quand ils ont fait de l'embauche, les gens qui ont été embauchés par la force n'ont pas travaillé parce qu'ils savaient très bien que l'autre il allait se taire, sinon ça allait mal se passer. Ouais. Tu vois ce raisonnement-là? Alors c'est là où ils sont pas malins, ils attendent que ça se passe comme ça et l'embauche ils les auront. Hein. Mais j'aurais dit non, tombez pas dans ça parce qu'on va nous cataloguer, on va nous mettre dans des cases où ils souhaitent nous mettre. Mais à un moment, c'est complètement stupide parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Embaucher des jeunes qui vont charbonner, qui vont aller au travail durement, ou embaucher des jeunes parce qu'on va y aller entre guillemets par la force et prendre ce qui nous est de droit également, c'est de pouvoir travailler dignement dans notre quartier. Donc vous voyez là où donc c'est pour ça que je canalise, etc. Mais attention, j'espère vraiment que sur les prochains projets qu'il va y avoir le réaménagement du Auchan, il va falloir, j'en ai parlé aux responsables techniques d'Incité, il va falloir réellement embaucher des gens issus de nos quartiers parce que ça, on ne le laissera pas passer cette fois-ci. Bien, Alban, pour une première émission, ce fut très énergique. On avait plein de choses à se dire aujourd'hui. Ouais, moi j'aime bien ces émissions-là. Voilà. J'espère aussi avoir une réponse aussi en face. On verra. J'espère juste que les gens qui auront vendu cette émission et l'avont votée d'avoir aussi de répondre leur explication par rapport à ces 24 arbres au catapin et puis les autres qui sont en train encore de zigouiller. Oui, mais c'est en train de zigouiller là encore. Mais en plus, vous pourrez anticiper vos questions parce qu'en fait, j'ai été gentil aujourd'hui. Je vous ai répondu et je vous ai donné nos arguments. Mais en parallèle, je vous ai donné les leurs. Et pour pouvoir les recontre-argumenter à l'antenne. Donc c'est toutes celles qu'ils ont données. J'incite. Je le redis, je vais finir sur ces mots-là. Ouais, où est-ce qu'on peut... Ouais, je vais finir sur ces mots-là, c'est important. J'incite les autres partis politiques qui ont une fibre écologie, parce que je dis que ça doit toucher tout le monde l'écologie, de venir et non pas juste 2 mois avant les élections. Ils auraient dû être là sur le terrain, on ne les voit pas. Ça, c'est important. J'incite également les associations. Là, je suis content de vous avoir rencontré et je suis content que vous ayez partagé parce que tous les autres personne n'a été touché. Et donc quand on est une association et qu'on demande des subventions, je peux comprendre que parfois on soit bloqué pour pouvoir s'exprimer. On n'a pas de subventions, nous. Vous non, mais c'est justement peut-être pour ça que vous avez partagé, les autres non. Vous voyez ? Donc voilà, j'incite toutes ces personnes-là à venir parce que ce n'est pas qu'un problème issu du Grand Parc, c'est un problème pour toute notre métropole. Et d'ailleurs, on fait une campagne qui s'appelle Parole d'arbres aux arbres citoyens. Vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook. On fait une campagne justement pour vous saisir de ces affichages et de les mettre sur tous les arbres en souffrance que vous croisez chez vous, justement. D'accord, Comment on peut te retrouver sur les réseaux si on veut te contacter ou voir ce que tu fais? Moi, vous tapez sur Facebook Mélissa Boulard, je suis très actif sur Facebook. Là, j'essaie de développer le Instagram, Snapchat parce qu'on touche pas les mêmes personnes. Un Twitter aussi que je viens de créer parce qu'on m'a dit que tous les acteurs politiques sont dessus. Bon, étant donné que maintenant, je dois l'accepter. Je suis plus qu'un militant, mais je suis un acteur politique, donc je me mets à la page aussi pour essayer de toucher un maximum de personnes. Et vous avez le site internet Union Alternative également. Donc attention, la casquette quartier populaire. Je suis issu des quartiers populaires, j'ai fait mes études, j'ai appris le bac, etc. dans d'autres secteurs, donc je suis capable de toucher tout le monde. Donc n'importe quel quartier de Bordeaux, quand je dis quartier, c'est pas le côté péjoratif qu'on essaie de nous mettre quartier populaire, que ce soit Codéran, peu importe, même les quartiers de la Bastille, il y a le quartier populaire, le quartier... Vous avez un souci, vous avez quelque chose à revendiquer ou quoi que ce soit qui tienne la route, vous avez des propositions, vous pouvez me contacter, Mélissa Boulard, vous pouvez contacter Union Alternative. Je suis un enfant de Bordeaux Nord, mais je suis un enfant de Bordeaux dans son intégralité. Donc on agira de la même façon pour tout le monde. Alban, je te laisse clôturer l'émission bientôt. Écoute, on va encore respirer les fumées toxiques et moi je suis très content d'avoir eu Mehdi. Et effectivement, tu vois, ça permet de soulever un peu des dossiers bordelais. Et comme on est en plein cœur de Saint-Pierre et qu'on a déménagé, forcément on va faire un petit tour aussi au niveau local pour voir un peu comment est la vie à Saint-Pierre, tu vois, c'est intéressant. Oui, voilà. Tu vois, dans une autre émission de radio que j'ai commencé mon petit tour de France en allant dans les Landes à la rencontre de ces gens qui ont une vie chère et qui travaillent malheureusement pour une usine alimentaire qu'on connaît très bien, qui nous fournit du foie gras et du saumon fumé à chaque fois qu'il y a Noël et qui sont dans des situations de travail extrêmement difficiles, tu vois. Et puis que te dire de plus, il y a 4 minutes, nous on va se retrouver probablement jeudi dans 15 jours si mon planning d'ici là il n'a pas encore bougé. Et ici, moi, tu vois, je voulais faire une petite minute coup de gueule, tu vois, moi avec
toutes ces formes de division en fait qui sont en train de créer aujourd'hui, tu vois, un film, c'est-à-dire que l'histoire de la virilité avec le barbecue me fait drôlement rire quand derrière on va soutenir ou rendre hommage à quelqu'un qui fait partie de la royauté. C'est quelque chose qui pour moi fait partie des incohérences politiques. Aujourd'hui, il faut être solidaire. Et en fait, ouais, le retour à la solidarité, il est extrêmement important. Moi, je le vois, on le voit le lundi avec les maraudes au Grand Théâtre. Il y a de plus en plus de précarité. À 80 personnes par lundi, on est en train de se faire exploser. Et voilà, la solidarité, je pense que c'est le mot. L'entraide de la solidarité, c'est le mot de la rentrée, oui. Je finirai sur un point important. Sachez que les engagements également nous coûtent. Et j'ai pas répondu à la question sur ça. Moi, ça m'a coûté le local associatif sur lequel je fais du sport insertion depuis plus de 12 ans, sur lequel j'avais l'engagement de l'ancienne municipalité que suite à la destruction, on serait relogé. J'ai eu également un mail de Bernard Blanc, le maire actuel, qui a souligné le fait que oui, et quand on m'a proposé d'être le suppléant de Vincent Morin et de Véronique Serral aux élections départementales et que j'ai refusé parce que moi je veux pas être affilié à Véronique Serral, bizarrement en pleine période d'élection, j'ai reçu un mail 3 jours avant en me disant que je n'avais plus de local. On a dit qu'on ne partait pas, on m'a mis en référé sous 4 jours au tribunal sur lequel on a versé 1 000 € de frais compensatoires à leur avocat, et sous le prétexte qu'on ne partait pas alors qu'on a été les premiers en plus à être virés, alors que d'autres 3 mois après étaient encore là-bas en train de faire leur conseil d'administration où Véronique Serral faisait des photos là-dessus alors que tout le monde avait conscience là-dessus. Donc on m'a fait une cabale politique à ce niveau-là, sachez-le. Donc, mais c'est pas vis-à-vis de moi, je suis bénévole. 12 ans, je me suis pas mis directeur pour créer une association comme beaucoup font et ensuite se versent des salaires là-dessus. Moi, il n'y a que des bénévoles au sein du SC Aquitaine, ça me coûte du temps et de l'argent, donc c'est mes jeunes là qu'ils ont touché. Mes jeunes, parce que je fais du sport insertion de 15 à 19, 20 ans et j'ai sorti des joueurs professionnels de football et j'ai aussi inséré des gens à l'emploi. Voilà ce qu'ils ont fait. Lys Melou, Ivan Bottella, Antoine Valerio, voilà. Pour les clins d'œil, ouais. Voilà, et ça c'est important. Voilà, je voulais juste dire ça. Sachez qu'en plus ça nous coûte, mais que je serai là et que moi, plus tu me tapes, plus j'adore. J'aurai peut-être un côté sadomaso, j'en sais rien, mais politiquement, voilà, on m'arrêtera pas et je continuerai. Je sais que je suis une épine dans le pied, et ben je continuerai à l'être. Ben merci à toi d'être venu, merci à toi Valérie et merci à toi Scooby d'avoir fait le chef d'orchestre. Merci. À très bientôt. Et puis on se retrouve dans 15 jours. À bientôt les gens. Au revoir. Now let's begin the story. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. Let's do it. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop.